Émission 755. Cette semaine, Killed or Be Killed. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. OK, rien cette semaine. Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteur unique dont les membres vivent à temps partiel dans leur téléviseur. Surtout en fin de semaine. Ah oui. Vous les présentez à l'instant. Le premier, il se remet tranquillement de la finale de la saison 4 de Stranger Things. Simon Chenier est avec nous. Mes émotions sont all over the place. Oh yeah. C'est ça. On ne spoilera pas. Non. Mais oui, allez écouter la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things. C'est parce qu'avant de vous faire spoiler, parce que l'Internet, tout le monde, ils font ça habituellement. Et le dernier cette semaine est notre invité. Il porte en permanence son cosplay du Captain Pike du Comic-Con de Montréal, Cliff Caparelli. Salut Cliff. Bonjour, vous deux. Moi aussi, je suis bien émouvé par la finale de Stranger Things. Oui, j'ai vu que tu avais posté pas mal là-dessus. Ouais. Je comparais ça à la fin de Infinity War. Je ne veux pas dire l'histoire ou quoi que ce soit, je veux dire l'émotion qu'on ressent avec des personnages qu'on adore. Et avec la manière que ça finit. Écoute, Simon a dit la même chose qu'on s'est parlé en fin de semaine. Il a dit c'est le feeling d'Infinity War. Mais là, déjà, je trouve qu'on en parle trop. Là. Si on dit ça, je trouve qu'on en parle trop. Moi, je commence à être tanné, puis on devrait commencer à parler de For All Mankind. Personne ne parle de For All Mankind. Fuck, man, c'est vrai, de Donald D. Moore. Hey, là, je suis rendu, mais je suis en retard là, sur All Mankind, mais je sais que la saison 3 est disponible sur Apple TV+, puis c'est comme la meilleure série d'anticipation d'Uchronie qui existe je te dirais, des 5-10 dernières années. Je trouve ça génial. Ouais. J'adore la série. C'est sûr que maintenant, Stranger Things prend le contrôle de tout, mais... non, j'adore, puis à chaque semaine, je l'écoute parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec mes personnages préférés. Tu veux savoir ce qui se passe avec tes personnages préférés, Cliff, mais aussi c'est parce que c'est de la recherche. C'est ça qui est le fun, c'est que toi, tu peux consommer des contenus de culture pop puis dire c'est de la recherche parce que pour les gens qui ne connaissent pas, tu es le directeur de la programmation du Comic-Con de Montréal. Ouais. Et là, il y a une prochaine édition en vrai qui s'en vient les 8, 9 et 10 juillet prochains au Palais des Congrès, dans la vraie vie, avec du monde pis tout. Hein? C'est incroyable. Avez-vous vu le lien qu'il a fait? Asti. C'est quoi le mot segway en français? C'est-tu segway? Je sais pas ce que le mot segway. C'est enchaîner. J'ai enchaîné ça. Enchaîné. Ouais. Écoute, on va les prendre quand ils passent, là, ces beaux liens-là. Mais justement, Cliff, c'est la première fois en 2 ans que le Comic-Con a une vraie... 3 ans déjà. C'est 2 ans mais la dernière fois, c'était 2019 qu'on a eu un Comic-Con. C'est vrai, t'as raison. Alors, faut prendre ça en considération. Oui, il y a eu l'édition de Noël, mais c'était quand même... Plus petit. Beaucoup plus petit. C'était bien, on s'est amusé, il y avait des concerts, il y avait nos artistes comme Jake et tout, mais ça, c'est le vrai gros, puis on le sent. C'est dans l'air partout. Dans les réseaux sociaux, dans les gens qui parlent, un petit peu partout. Alors, bien excité. Il y a des gens que ça fait des années, même avant 2019, qui ne sont pas venus, qu'ils sont décidés, je perds pas ma chance, moi j'y vais parce que rendu au mois d'octobre, tout va fermer. That's the spirit, Cliff! Ouais, c'est ça. Mais justement, en parlant un peu du Comic-Con de Montréal, puis je t'en ai parlé un petit peu avant le début de l'émission, je voulais que tu me parles de l'application qui est de retour cette année. Il y a une application iPhone et Android qui est disponible. Puis je pense qu'il y a une question à se poser pour n'importe quel Comic-Con, c'est comment bien planifier son événement, que vous venez 1 journée, 2 jours ou 3 jours pour l'entièreté de l'événement. Est-ce que l'application aide justement à se créer ou s'orienter là, pour la durée du Comic-Con? Oui, absolument. Alors, pour cette année, on a changé d'application à cause que le groupe qui s'occupe de ça n'existe plus. Mais on a fait affaire avec une autre compagnie, mais c'est beaucoup plus simplifié. Alors, c'est bon pour plusieurs façons parce qu'il y a des gens qui faisaient des commentaires que tourne l'application mobile, il y a trop
trop de catégories, je sais pas. C'est vrai que quand les gens l'utilisent juste pour le sortir de leur poche, c'est comme, il faut que ça soit simple et efficace. Exact. Alors maintenant, c'est l'horaire que tu vas trouver dessus. Mais l'horaire, tu trouves tout. Alors, tu peux chercher tes célébrités. Il y a une façon de chercher, bien sûr. Tu peux chercher tes célébrités, voir à quelle heure ils font des signatures, voir à quelle heure la conférence de notre ami Giz, on se rappelle, on connaît Giz, qui fait un lancement de son... Il vient de l'annoncer aujourd'hui, là. Il fait la première fois qu'on voit le jeu Turbo Kid, qui a créé, et on va le voir au Comic-Con le vendredi pendant sa conférence. Alors, ça va être le fun. Alors, t'aimes ça, tu mets une étoile dessus, puis ça le sauvegarde pour plus tard, que tu peux regarder tous les choix que tu as regardés, parce qu'il y a des centaines d'horaires. Alors, il y a beaucoup à regarder. Est-ce que tu peux réserver directement dans l'application pour avoir un autographe ou il faut passer par le site Internet encore une fois? Alors, la seule chose qui est réservable, c'est les séances de photos. Et ça, oui, il faut passer par le site web pour réserver ou passer au kiosque de la cabine photo pour réserver. Les autographes, on ne fait pas de la prévente. C'est uniquement, tu te pointes à la file d'attente pour la célébrité et tu l'achètes directement comptant de la liaison de la célébrité. Excellent. Donc, pour les gens qui sont intéressés à bien planifier leur Comic-Con, l'application est disponible sur le Apple Store et le Android Store, qui est le Google Play, en fait. Donc, allez... Exactement, pour aller la chercher directement là. Ce que je trouve vraiment intéressant cette année, puis on en parlait avec nos amis qui sont dans l'univers de la bande dessinée, qui font partie de l'univers étendu, des mystérieux étonnants, c'est qu'il y a une section, il y a toujours eu des artistes québécois, des autrices, des auteurs québécois de bande dessinée qui se sont pointés au Comic-Con, mais une section vraiment dédiée à eux, ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas eu. Et là, cette année, il y a une section qui va être dédiée aux gens d'ici qui font de la bande dessinée. Oui. Alors, en 2019, j'avais expérimenté pour créer une section comme ça. C'était pas final ou quoi que ce soit. Je voulais convaincre des futurs partenaires que la section vaut la peine, parce qu'on l'a fait avec d'autres sections aussi. La section de Zone Indie, on a des idées, mais on a besoin de quelqu'un qui vienne. Alors, cette année, ce qu'on a, c'est le Festival BD de Montréal, qu'on est en partenariat avec eux autres. Et alors, il y a une section, il va y avoir une section à eux qui ont des dédicaces à tous les jours de différents artistes, Alex A, Michel Rabagliati, Julien Paris-Sorel, alors des grands noms de la BD québécoise qui vont venir à chaque jour, ils ont des dédicaces. C'est écrit dans l'oreille, dans l'appli, en passant. Dans l'application, ben oui. Toi aussi, t'en fais des liens, Cliff. Alors, ces gens-là, ils vont se pointer là. Et aussi, on a des artistes qui sont là toute la fin de semaine, comme Boom, comme Jake Dion, comme Cab. Jake Dion, mais tu l'écris bizarre, c'est J-E-I-K, hein? K-T-F. Ouais, ça se prononce Jake. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que tu l'as bien appelé. Ouais, c'est ça. J'ai entendu dire que c'était pas son vrai nom. Non, c'est à cause que lui, il vient de Saint-Hyacinthe, puis c'est comme ça qu'on fait. C'est qui ce Jake-là? C'est Wild Jake, on le connaît pas, ce gars-là. Alors, c'est ça. Alors, on a une belle section, puis Festival de BD de Montréal, ils organisent la section avec ces artistes-là. Et c'est juste à côté des artistes typiques comic book. Excellent. Fait que il y a quelques personnes, mais je ne vais pas pouvoir toutes les mentionner, mais rapidement, j'ai fait le tour de la liste. Pardon. Il y a Pascal Girard, Xavier Cadieux, Jake Dion, tu as mentionné Julien Paris-Sorel, Michel Rabagliati, Iris, Jean-Paul Hyde, Claude Desrosiers, Félix Laflamme, François Vigneault, Axel Lenoir, Boom et Cab qui seront présents. Donc, des gens que vous avez déjà entendu parler au Mystérieux Étonnant. Une autre zone que tu as mentionnée rapidement, ou plutôt une section, mais qui est une zone, la zone de jeux indie Loto-Québec, qui revient cette année. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, Cliff? Alors, au Québec, je ne sais pas si les gens le savent, mais on a une des places où il y a le plus de compagnies indépendantes qui créent du jeu vidéo. Alors, c'est des petites entreprises que ça passe de une personne à 9-10 personnes. C'est une petite entreprise. Ils créent des jeux ici. Alors, l'Auto-Québec, on a un partenariat avec eux autres que eux, ils trouvent les plus nouveaux qui vont lancer un jeu bientôt ou sont presque prêts. Et le montrer au Comic-Con. Alors, les gens ils ont la chance de voir le jeu en action, l'essayer eux-mêmes et aussi voir d'autres personnes. Donc, ils peuvent y jouer, là, littéralement.
Excellent. Absolument. C'est comme Il y a- 20-25 kiosques avec Oh, ça. Ouais. quand même. Donc, d'ailleurs, c'est durant le week-end que ça a dévoilé pour la première fois le jeu basé C'est sur notre facile à ami Julien. trouver. Le jeu de notre Excuse-moi. ami voyons, Oh! c'est Bernatchez, voilà, il y en a trop de Julien dans notre vie. Papier Julien des studios Cornet, qui va être vu pour la première fois. Les gens vont pouvoir y jouer dans le cadre du Comic-Con dans la zone de jeu Indie Loto Québec. Sinon, ça sort quelque part un peu avant Noël. Ben c'est ça, la mascarade qui est de retour encore une fois, Cliff. Comment ça fonctionne la mascarade? Parce que ça, c'est tout le temps un peu nébuleux pour les gens qui sont comme moi, des néophytes là, de cosplay. OK. Alors, il y a deux parties pour la mascarade. Il y a je suis participant ou je veux juste regarder la mascarade. Pour juste regarder, c'est assez simple. C'est samedi à 18h30. Il se présente à la salle 517B. Wow. J'essaie de me rappeler là. Ils font la file et ils vont s'asseoir pour regarder le gros show. Alors, c'est un grand concours de costumes d'amateurs. Alors, c'est pas les gens professionnels, mais certains paraissent très professionnels. Ouais. Et ils présentent leurs costumes en arrière-scène au juge pour voir la couture, la construction du costume et quoi que ce soit. Et ensuite, ils montent sur scène. Plusieurs, ils font juste comme marcher parce que c'est assez nerveux. C'est gênant des fois, monter sur scène. Mais il y en a qui préparent un petit skit, un petit scénario en dessous d'une minute avec la musique. Et on a des ninjas. Alors, What? des ninjas. Des ninjas. Tu sais, c'est quoi des ninjas? Je sais c'est quoi des ninjas, oui. C'est-tu mystérieux étonnant? Tu sais, dois savoir Oui, c'est quoi. inquiète-toi pas, Alors, regarde ce que j'en ai l'air de moi, là, c'est assez geek. Là. Je pense que je sais c'est quoi des ninjas. Alors, les ninjas, ils montent sur scène puis ils récréent des scènes de la bande dessinée, le jeu vidéo, le film qui appartient. On a des gens qui participent. Ça peut passer de 40 à 60 personnes qui participent sur scène. Et ça peut être des groupes aussi. Et ces personnes-là, ils sont préenregistrés, beaucoup sont déjà préenregistrés en avance, mais on a des places le samedi matin entre 9 et 11 heures, que les gens peuvent venir prendre les dernières places pour monter sur scène. Et on a des catégories différentes pour les gens qui veulent monter sur scène. Il y a pour les nouveaux, les tout nouveaux aussi, bien sûr, les jeunes, mais aussi on a des catégories plus hautes comme maître. Maître ou comme les professionnels. Oui, exactement. Okay. Et l'affaire qui est géniale de ça, c'est qu'on est reconnu par le International Costuming Guild, qui est une association internationale que tu peux prendre que ce que tu as gagné, que c'est des rubans et un titre, c'est pas d'argent. Tu prends ce titre-là et tu peux t'aller à n'importe quel autre événement qui a le même type de mascarade et tu vas être reconnu. Alors, ton niveau va être reconnu, peu importe où tu y vas. Puis, il y a certains maîtres qui décident d'aller au Japon pour participer la grande mascarade qu'ils ont là-bas. Quand tu dis qu'il restait des places, c'est que donc l'inscription se fait sur place? L'inscription se fait sur place pour les dernières places. Parfait. Oui. Tu as une grosse programmation, là, je vais mentionner quelques noms, mais je ne vais pas pouvoir passer tout au travers, mais il y a des gros noms, dont deux gros noms de la franchise de Harry Potter. On parle de Bernie Wright et de Matthew Lewis, qui ont joué... Bonnie Wright, voilà. Et Matthew Lewis. On a Malcolm McDowell qui revient encore cette année. Dave Foley de Kids in the Hall, en plus, qui est revenu récemment sur Amazon Prime, pour ne pas les mentionner. Donc, plusieurs acteurs d'ici. On a Charles Martinet qui revient, qui fait la voix, bien sûr, de Mario, ça, dans le film qui s'en vient. Édouard Tremblay, Élie 69 pour le film La bataille de Farador, basé sur un court-métrage qui a marqué l'imaginaire des Québécois, qui a fait le tour de la toile et qui, donc, maintenant a été financé pour un long. Le tournage a eu lieu il y a quelques mois, je pense. Donc, plein d'invités qui reviennent ou qui sont là pour la première fois. Kevin Eastman qui revient, John DiMaggio qui joue Bender, qu'on va revoir d'ailleurs dans la prochaine mouture de Futurama. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les gens, Cliff, cette année, de venir, de participer à un événement public, sachant qu'il y a toujours une possibilité de complication avec la COVID? Je sais que vous êtes écœurés d'en parler, mais je trouve ça quand même intéressant de voir le côté de l'arrière-scène. Est-ce que c'est compliqué de booker des guests en ce moment? Très compliqué. Très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui veulent simplement pas voyager. Il y a aussi un autre problème qui s'est présenté. Avant, il n'y avait aucune compétition pour les événements de notre grandeur à travers l'Amérique du Nord. Mais là, ils ont ajouté un événement à Chicago, les mêmes dates que nous.
Alors, ça fait compliqué pour la compétition. Puis, tu sais, les Américains, ils vont choisir d'aller dans leur propre pays parce que c'est plus facile, aucune connexion, aucun test antigène rentrant ou sortant du pays. Alors, il y en a plusieurs qui refusent à cause de ça, pas à cause qu'ils sont contre ou quoi que ce soit, c'est compliqué, puis c'est des gens déjà occupés. Alors, tu sais, déjà, faire un vol, c'est compliqué en temps normal. Là, Ouais. t'ajoutes des niveaux, c'est compliqué pour tout le monde. Alors, on a eu beaucoup de refus à cause de ça. On prend aucune offense à ça, on comprend les situations. Et on a vu qu'on a annoncé plein d'autres personnes à la dernière minute présentement. C'est beaucoup à cause de ça, à cause que la frontière s'est relaxée beaucoup. Le mot s'est passé aux agents, puis tout à coup, les gens veulent se faire booker que ce qu'on a. Même d'ailleurs, aujourd'hui, on était supposé, mais ça va passer à demain. Demain, on a 2 autres invités que c'est. J'ai comme le goût de le dire. Ben, dis-le. Il n'y a personne qui écoute les mystérieux. Le show sort demain. Non, ben, il sort à soir, mais personne Regarde, c'est des personnages secondaires ou tertiaires. Ouais, on va prendre ça. D'une série qu'on a parlé du début de l'émission. Holy fuck. Ouais. Oh, Mais c'est pas attends-toi pas à 11. OK. C'est ça, je veux dire. Ben, quand même. OK. Il y en a une personne que les gens vont être « Ah, c'est cool ». Il y a une autre personne que les gens vont dire « Ah, tabarnak ». OK. Bon, là, tu nous teases. Fait qu'on va aller voir le site du Comic-Con la semaine prochaine. On va travailler là. Ouais, je suis en train d'y penser. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres invités comme Robert Patrick. Peter David, qui est un auteur qui n'a pas juste écrit du comic book, il écrit beaucoup sur Star Trek aussi, un romancier qui va être présent. Ted Raimi, Wilson Cruz, qui est de la nouvelle mouture là, de Star Trek Discovery, qui n'est pas mon Star Trek, mais I guess c'est correct. Moi, je suis rendu un gars de Strange New World. Je suis désolé, mais... OK, je vais dire, t'es-tu un Orville? Hein? Ah ouais, tout le monde me dit, il faut que tu écoutes The Orville si t'as pas Star Trek. Là, je suis comme, hey. Ouais. Tout le monde me dit la même chose, mais j'ai pas été... La premier épisode de la saison 2 ou la troisième, ou je sais pas trop quoi, j'ai détesté que j'ai pas été capable de revenir. On pourrait en parler pendant longtemps de Star Trek. Cliff, il y a aussi un événement que je voulais souligner, que je sais que toi, auquel tu tiens beaucoup parce que tu les as souvent vus en show. C'est l'événement du samedi 9 juillet. Cybertron Spree au bar Le Ritz au 179 rue Saint-Joseph. Il y a beaucoup trop de Saint à Montréal. Jean Talon, voilà, capable, Ben, t'es capable. Jean Talon Ouest, à partir de 19h. Ça, c'est le band qui imite des Transformers puis qui font une prestation musicale en même temps. Non, ça, c'est les Transformers. C'est les Transformers, oui, OK. Excuse-moi, je ne voulais pas briser le kayfabe. Oui, c'est ça. Oui, c'est... non. Le pire, c'est que quand j'ai été les voir, là, puis c'était à Toronto, dans une salle de concert, puis ils viennent, après le show, ils viennent pour prendre des photos ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai demandé une question musicale de c'est quoi que tu as fait avant que tu joignes ce groupe-là comme humain, whatever. Il dit, de quoi tu parles? J'ai toujours été avec le band Cybertronic Spree. C'est la première fois que... Tu sais, eux autres, dans leur personnage, sans briser le monde qui crée en avant toi, puis c'est super bon. Puis depuis ce temps-là, même j'ai fait une entrevue avec eux autres pour le Comic-Con 2021 en ligne, puis je demandais des questions comme si c'était vrai, tu sais, comme si... ben c'est vrai. Oui, ben c'est vrai. Fait que c'est un band de Cybertroniens qui viennent à Montréal au Ritz pour faire quoi, un show? Non, tout l'album de Transformers The Movie de 1986, alors ça, il joue presque toutes les tunes de ça, plus d'autres tunes geeks comme Pokémon et c'est quoi la chanson de David Hasselhoff que tout le monde aimait? Non, pas de Baywatch, mais tu sais, le court-métrage qui est sorti avec le dinosaure. De Kung Fury. Kung Fury, la chanson de Kung Fury. Génial. Il chante. Ça. Non, ils sont super bons. Puis la fille, tout le monde est bon, mais RC, la voix d'RC, c'est comme métal, années 80, là, les hauteurs qu'on adore, là, opératique. C'est vraiment débile. Le Mike des Poches, c'est plus loin, un petit peu plus loin que le Comic-Con. C'est sur Jean Talon, mais les billets sont en vente présentement chez Ticketmaster. Yep, 20$ en pré-vente, 25$ à la porte pour les gens qui sont intéressés. Puis on dit qu'il va y avoir d'autres bands, mais ça, on n'en dit pas plus. C'est marqué Cyber Spree and Friends, donc...
Je sais pas, je sais que j'ai mis des suggestions. OK. Alors, c'est la place elle-même qui va décider c'est qui apporte. Alors, J'aurais aimé ça voir Vidéoville en première partie de Cyberspree, Simon. Ça aurait été cool. Ça aurait été nice. Un dernier truc avant de se laisser, Cliff, que tu voudrais plugger pour le Comic-Con? Yep. plus, eux autres. Oui. Robin? Ah, il y a des plushies. OK, mais c'est un podcast Robin. audio, Cliff. Oui, non, c'est un podcast audio. Surtout. Alors, oui, surtout. Alors, pour ceux-là qui sont live, on voit les toutous. On a des toutous du Comic-Con, c'est des... Ah, ben oui, c'est ça. ouais, Comic-Con Heroes. On a fait une vidéo des années 80-90 pour faire la promotion. Alors, c'est des toutous qu'on a fait avec Pure Arts, une compagnie d'ici, qu'on a fait un design ensemble. Et ensuite, les boîtes ont resté dans notre entrepôt depuis 2020. Ça, c'est le fun, là. 2 ans de boîte, là, c'est débile. Alors, mais toutes sont disponibles pour les VIP qui achètent et on les vend aussi, je pense en 25 et 30 $ par toutou. Alors, moi, je suis très content de notre chibi. Excellent. Mais c'est ça, non. J'espère que les gens vont se pointer en grand nombre au Comic-Con. Déjà, on a vu la vente de billets, c'est dépassé 2019. Wow. Alors, il faut s'attendre à un grand achalandage. On demande les gens d'être patients avec eux-mêmes et tout le monde parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des foules de même, puis on est très excités. Et je pense que ça va être un super bon show avec ce qu'on a à vous présenter. Excellent. Merci beaucoup, Cliff, d'avoir été parmi nous pour parler du Comic-Con. Je sais que tu es super occupé en ce moment. Tu as quelques jours là, de carrément aller au Palais des Congrès pour commencer à faire le setup. Donc, pour les gens qui voudraient en apprendre davantage sur la programmation du Comic-Con de Montréal et pour revenir sur les informations qu'on vous a transmises aujourd'hui, allez sur montrealcomiccon.com. Donc, c'est Montréal, COMICCON.com. Et allez jeter un coup d'œil à la section du FBDM avec tous nos amis de la BD québécoise. Dites salut aux gens qui font partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants, puis les autres aussi. Puis soyez patients. J'ai l'impression que ça va être... Moi, je ne pourrais pas y aller. Là. C'est les foules, les gens partant, c'est pas mon truc, mais en ce moment, c'est no. Mais soyez patients, soyez indulgents envers les autres parce que je pense que ça va être un gros choc plus qu'on s'y attend de se retrouver dans des grosses foules comme ça après 3 ans presque. Ouais. Et au moins, il y a de l'air climatisé. Oui, c'est vrai, il y a la bonne ventilation. Fait que ça se fait au Palais des Congrès. Voilà. Merci, Cliff. Puis on se revoit bientôt. Merci d'être passé. Merci, vous deux. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Excellent, c'était Cliff Caporla du Comic-Con de Montréal, directeur de la programmation. Simon. Bon, Simon, t'es là. Oui, je suis là, toujours. Excellent. Ben, pas toujours, mais... Pas mal, 90% du temps. Il est gentil, Cliff, d'être venu, là, parce qu'il était dans le jus, là, juste avant de rentrer en ongle. J'ai fait que je rappelle qu'il venait, puis il était entre 2 affaires. Fait qu'il a pris au moins 15-20 minutes de son temps pour venir nous jaser. Toujours aussi sympathique, ce Cliff. Toi, tu vas aller faire un tour au Comic-Con? Non, je pense pas. Je pense pas y aller. Moi, je pense peut-être aller dans le bout. Simon va aller comme sur une terrasse, prendre une bière après. Peut-être la gang de BD, je serais intéressé, mais... Dans place comme tel, non, je pense pas. Non, c'est ça, parce qu'en temps normal, je te dirais que je capote un peu. Ouais. Dans les foules. Puis, c'est ça. Là, ça me tente pas. Considérant que la dernière fois que je suis allé, j'ai voulu puncher un Boba Fett d'en face, je pense que je n'irai pas en ce moment, alors que la COVID est dans l'air, littéralement. Veux-tu commencer les nouvelles cette semaine, mon Ah, ben, si tu veux, ouais. Je vais commencer avec les sorties Blu-ray. Un bon classique. En parlant de classique, on attend notre ami Laurent Boutin. C'est pas juste Simon puis moi cette semaine, mais Laurent termine son corps de travail, donc il devrait apparaître d'un moment à l'autre. Ben oui, vas-y donc les Blu-ray. Ben oui, mais cette semaine, il y a une thématique parce qu'il y a Kino Lorber qui sort 3 téléfilms sur, des bébites qui attaquent. Des bébites qui attaquent. Donc, le premier, c'est Tarantula de Deadly Cargo. Un téléfilm de 1977. Déjà, les mots que tu viens d'assembler. Téléfilm de 1977. Vous pouvez imaginer la qualité. C'est réalisé par Stuart Hagman et ça met en vedette Claude Akins, Charles Frank, Deborah Winters et Sandy McPeak. Donc, des gens qui faisaient de la télé, j'imagine. Donc, voici le Google Translate. Un avion transportant des graines de café d'Amérique du Sud à des passagers clandestins désagréables.
2 points. Une horde de tarentules qui surmonte les pilotes alors que l'avion survole une ville productrice d'oranges Et boy, en OK. Californie. Fait que là, essayez de T'as bien comprendre comment- ma phrase. Là. Comment ça a bien commencé pourtant, Google Translate, ici. Oh, mais il y a eu un ACV à un moment donné. Là. Il sent les toasts. Ouais, l'avion s'écrase et les habitants malchanceux de la ville libèrent les araignées venimeuses au milieu d'eux. Une fois que les responsables de la ville ont découvert que les migales sont responsables de plusieurs décès, les migales se sont déjà abattus sur la seule usine de transformation d'oranges de la ville. Les citoyens de la ville risquent leur vie pour retirer les tarentules de l'usine, tandis que les parasites venimeux sont rendus immobiles pour le son transmis des abeilles bourdonnantes. En tout cas, il y a des tarentules, des abeilles. C'est ça, j'ai Dans pas, les mal, oranges, j'ai quelque pas chose. mal compris. C'est qu'il y a des tarentules, puis ils team up avec des abeilles. On dirait. J'ai hâte de voir ça. Donc, il y a ce film-là. Et le deuxième, c'est Terror Out of the Sky, un TV movie de 78. Et là, c'est la suite d'un autre TV movie qui s'appelle... non, je suis pas sûr que c'est un TV movie, mais c'est la suite d'un film qui s'appelle The Savage Bees. Donc, il y c'est a un des film abeilles dedans. d'abeilles. Ouais. Donc voilà, Google Translate me dit que dans cette suite pleine de suspense de Savage Bees, le grand favori du National Bee Center, David Martin, est horrifié de découvrir qu'un essaim assoiffé de sang s'est infiltré dans le centre de recherche. Sachant que ces drones carrément mortels attaqueront sans relâche et de manière imprévisible, il recrute son assistante Jenny Devereaux et son petit ami jaloux pour aider à anéantir les abeilles tueuses avant qu'elles ne descendent sur Small Town aux États-Unis. La menace piquante frappe à nouveau dans Terror Out of the Sky, alias The Revenge des abeilles sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? Parce qu'il me semble qu'il y en a eu tellement des films de série B avec des abeilles tueuses. Ben avec des abeilles, des araignées, toutes ces affaires-là. Mais je pense que c'est un... Y a-tu eu un événement historique qui a comme engendré la Je pense que fascination? c'est plus un cycle parce que dans les années 50, il y en avait plein. Oui, c'est vrai. Fait que là, comme 20 ans plus tard, les gens, c'est tout le temps ça. Là, ouais. Les années 2000, on tripait ces années 80, mais encore aujourd'hui, là, mais tu sais, oui, plus que jamais. Fait que je pense aussi qu'avec les moyens, mais tu sais, c'était le fun de faire soit des maquettes ou soit du stop motion avec des bébites. Je sais pas. Ça va être sur le bord de revenir. Puis, tu sais, t'en fais un qui pogne un peu, puis là, t'en voilà. as plein d'autres versions. Ah, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Donc, ce film-là est par Lee H. Katzin et mettant en vedette Ephraim Zimbalist Jr., Dan Haggerty et Joey Tata. Joey Tata. Joe E. Tata, quand même. C'est beau. Et dans les bonus, il y a entre autres un commentaire audio avec un film historien et David Descoteaux. Ah, le grand David Descoteaux. Le grand David Descoteaux. Eh ben, Et le dernier film, c'est Ants. Ça veut dire il gère différents dards, lui, dans ses films, habituellement. Oh, tabarnak. Hein? Ça, c'est pour les initiés. Ouais. Donc, Ants, un TV movie de 77, mettant en vedette Robert Foxworth, Linda Day George et Gerald Gordon. Donc, Google Translate me dit que c'est une station balnéaire au bord d'un lac et attaquée par une horde infinie de fourmis mangeuses de chair dans ce classique de l'horreur écologique. Ouais. Lakeside Manor n'est pas encore ouvert au public, mais la propriétaire du complexe, Ethel Adams, a invité un groupe restreint d'invités d'élite à l'ouverture de sa nouvelle entreprise, y compris un homme d'affaires peu recommandable. C'est comme l'inspiration de Jurassic Park, le premier. Oui, c'est un peu ça. Un peu ça. Gloria Henderson. OK, c'est juste un... C'est pas une phrase, c'est juste Gloria Henderson, point. OK. Mais les attentes de chacun d'une visite
Mais les attentes de chacun d'une visite paisible et luxueuse sont brisées lorsque le chantier de construction à proximité libère des millions de fourmis mortelles sur l'hôtel. Ah, une autre affaire. Infectées par les pesticides et très agressives, ces fourmis donnent une faim macabre à quiconque croise leur chemin. Les invités se bousculent pour sortir de l'hôtel, mais un groupe malchanceux se retrouve piégé à l'intérieur, montant de plus en plus haut pour tenter d'échapper aux fourmis, mais les fourmis montent aussi. Oh, c'est vrai ça. Donc, voilà, c'est 3 films que je vais recevoir demain. Oh! J'aurais aimé ça les recevoir aujourd'hui pour les montrer, mais non. C'est quoi, c'est Vinegar? C'est quel Non, éditeur? c'est Kino Lorber. Kino Lorber. Kino Lorber qui a beaucoup de titres qui viennent du catalogue de MGM. Et puis, c'est généralement pas si cher que ça. Comparativement à Vinegar Syndrome, puis d'autres, là, c'est comme... tu peux avoir des deals là, à 10$ le film. Là, Est-ce que c'est moi ou ils sont moins connus aussi? Tu parles souvent de Vinegar, tu parles souvent de Severin, mais Kino Lorber... Non, sont connus, c'est juste que... comment dire... parce qu'ils sortent beaucoup de stock qui n'est pas aussi du série B. Fait que, j'en parle un peu moins, mais là, c'est ça. Avec le catalogue de MGM puis plein d'autres affaires, là, ils commencent à sortir beaucoup de stock dans le genre. Fait que c'est génial. C'est génial. Moi, On est content. Ça me rend heureux. Pas mon portefeuille, mais moi, oui. C'est l'espèce de petite endorphine là, que j'ai là, quand je fais buy. Oui, je le connais. Je le connais. Oui. Tu peux faire du edging de ça en mettant dans ton panier puis le sortir aussi. Ah, ça, man, je le fais souvent. Tu le mérites. Bon, ça coûte cher, là, tu l'enlèves. Ouais. Puis, tu sais, là, plus... c'est une longue liste d'affaires, puis là, plus ça va, plus t'as réduit. C'est ça. Puis là, jusqu'à temps que tu dis, là, fuck it, j'aime pas ça. Ouais. Mais des fois, il est trop tard, puis tu fais bail, puis... J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait une dépense vraiment conne d'acheter un genre de omnibus de DC à 2h du matin parce que j'avais un verre dans le nez. J'ai jamais fait ça. La rumeur est fausse. OK, t'as fini? Oui. Excellent. Hey, on retourne dans le... J'ai une question pour toi, Simon. Parce qu'on retourne dans le MCU. Okay. On est dans la phase 4 pour les gens qui suivent Marvel depuis plusieurs années. Et je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression, puis ça, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est une citation que j'ai trouvée sur Internet, puis je la trouvais super bonne, que en ce moment, j'ai terminé le jeu, puis on fait des side quests dans le jeu que tu as terminé. Mettons, tu finis Red Dead, puis là, tu vas faire tout ce qui te restait à faire, ou tu finis Witcher, puis tu fais tout ce qui te restait à faire. Pas que les films sont pas bons, mais on dirait qu'il manque quelque chose, il manque un but. Ouais, tu fais des DLC. Des DLC, ouais, qui amènent pas nécessairement grand-chose. Je suis pas en train de dire que les films qui sortent du MCU depuis Endgame sont pas bons, mais il manque de quoi. En fait, je pense qu'il build up à quelque chose, mais on sait pas quoi. On sait pas encore. Puis c'est peut-être bien correct, tu sais, on va avoir d'autres phases, fait que on se plaint un peu la bouche pleine. Mais une des choses que j'ai vraiment hâte de voir, c'est l'apparition des nouvelles franchises. Donc, pas juste des films qui ont déjà pré-été établis. Je parle de Fantastic Four, bien sûr, et de X-Men. Et j'ai hâte surtout de voir les acteurs qui vont les incarner, parce qu'on s'entend que des gens comme Patrick Stewart ou Hugh Jackman, ça va faire plus de 20 ans qu'ils incarnent les personnages des X-Men et ils ont laissé une trace sur la franchise au cinéma. Donc, n'importe qui va les suivre va attirer la critique, va être comparé, tout ça. Donc, ça ne doit pas être des souliers faciles à remplir. Et c'est certain que les gens chez Marvel veulent trouver des acteurs qui vont pouvoir être en mesure d'incarner ces rôles-là pendant longtemps. Moi, j'ai toujours pensé que Tom Holland pour Spider-Man, non seulement il était jeune parce qu'on voulait faire une histoire d'un jeune Spider-Man, mais on savait qu'on risquait de l'avoir pendant plusieurs années, donc pas le retrouver, l'engager quand il y a 30 puis finir quand il y a 60. Il fallait qu'on ait un petit moment avec lui. J'ai l'impression qu'on va aller dans cette approche-là avec les X-Men, surtout. Et là, je ne sais pas si tu as vu l'annonce passer, mais Taron Egerton, c'est le gars qui a joué dans Kingsman. Récemment, il a joué dans Rocketman. Il a révélé dans un entretien du New York Times qu'il y a eu des discussions avec Kevin Feige, le grand chef... Feige, on le sait, là, on est habituellement. Et d'autres exécutifs de Marvel Studios pour incarner un personnage des X-Men. J'imagine que tu peux deviner c'est qui. Es-tu capable de deviner? Oui, mais c'est peut-être pas ça aussi. Vas-y donc voir. J'imagine que tout le monde pense que c'est Wolverine.
C'est Wolverine. Moi, j'aurais donné Cyclops. Il y a un Cyclops vibe, je trouve, plus qu'un Wolverine vibe. Mais bon, écoute, je ne suis pas un casting director anyway. Mais non, c'est ça. Il y aurait eu des discussions avec Marvel Studios pour incarner Wolverine. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'entente. En tout cas, il n'y a pas d'entente de dévoiler. Puis d'ailleurs, il commente à propos du fait qu'il est appréhensif parce qu'on s'entend que Hugh Jackman a laissé une grosse empreinte sur le rôle. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est tout ce qu'on avait comme nouvelle. Mais je trouve ça intéressant. On commence à voir qu'il commence à mettre les pierres là, pour une franchise des X-Men au cinéma. Puis toi qui lis beaucoup des X-Men, j'imagine que c'est le genre de questions que tu te poses. Qui va pouvoir incarner les X-Men dans la prochaine mouture? Ouais, je me pose cette question-là. Puis on dirait qu'en même temps, vu que j'en lis beaucoup, que ça soit bon ou pas, je m'en fous un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les films soient bons? Ouais, parce que je suis en train de lire quelque chose de vraiment bon. Mm-hmm. Fait que je trouverais ça plate que les films soient, mettons, manqués, mais ça serait pas la fin du monde. Parce que j'ai le matériel, là, tu sais. Puis que je sais qu'ils seront jamais capables de rendre ça aussi bon et complexe que ça, mais ça peut être intéressant. Puis, évidemment, qui va jouer les rôles... c'est dur à dire, tu sais. Je veux dire, ce gars-là, il peut avoir la carrure de Wolverine. Ouais. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, il a une belle gueule. On pourrait l'avoir pendant plusieurs années. Je pense qu'il a 32 ans, t'es assez jeune encore. Ouais, mais justement, Wolverine, il n'a pas une si belle gueule que ça. Non, il est un peu magané, mais tu sais... Ouais, en tout cas. Mais non, c'est ça. Ben, c'est ça. Avant que ça soit confirmé, là, je trouve ça bizarre que ça soit sorti comme ouais, on m'a interviewé puis j'ai parlé de Wolverine. Je suis comme hein? Moi aussi, habituellement, ce genre d'annonce-là se fait pas comme ça. Fait que je sais pas s'il va se faire taper ses doigts. Puis bien sûr, il est interviewé pour d'autres choses, mais habituellement, c'est pas comme ça que les nouvelles concernant le casting des personnages de Marvel sortent. Ouais. Dans son cas-ci, peut-être qu'il a fait faux bas. Il a fait un. J'ai le mot, j'ai Jamie Foxx dans la tête, c'est ça. Jamie Foxx qui avait comme dit qu'il était dans le nouveau Spider-Man. Il n'était pas supposé. Ouais, c'était un petit peu mis le pied dans la bouche. Moi, j'étais un grand. Pas grand, mais il y avait un casting que j'aimais bien qui était possible. Je me souviens pas de son nom. Je pense que c'est Jared Kelso, mais je suis pas sûr. Qui est un des gars dans Letterkenny, qui est un genre de sitcom canadien. OK. Puis je trouvais qu'il avait comme... Il était grand peut-être pour Wolverine, mais le fait qu'il est canadien, ça en plus, ben ouais, c'est vrai. Ça me parlait, puis il y a comme un cou carré avec des épaules weird. Là, ah ouais, je viens de le taper. Oh shit, non, il serait pas pire, pas en tout. Ouais. Oh oui, oublie ça. Je mets mon vote sur ce gars-là. En tout cas, au niveau du visuel, là, il y a la gueule d'un Wolverine. Là. Ouais, plus... un petit peu plus magané que l'autre, mais bon. Moi, j'ai surtout hâte de voir. Moi, les castings, écoute, je me garde toujours une réserve avant de voir le film pour juger si la personne a réussi à remplir le mandat ou pas. Je suis plus intrigué par rapport à ce qui va informer les histoires des X-Men. Est-ce qu'on va aller dans la run de Hickman, par exemple? Est-ce qu'on va se baser sur le stock des années 90? Est-ce qu'on un peu à la manière des autres films qui sont sortis dans le MCU, on va aller puiser en partie dans le Ultimate Universe? Quelle histoire on va raconter? Puis c'est surtout ça qui m'intéresse. Mais j'ai bien hâte de voir les X-Men au cinéma. J'ai bien hâte qu'ils s'attaquent à des nouveaux personnages. Ouais. Tantôt quand je disais je suis pas intrigué, non, c'est pas vrai. J'ai quand même hâte de voir, là, mais c'est ça. On va traverser ce pont-là quand on va être rendu. D'ailleurs, je reste dans le cinéma parce que il n'y a pas si longtemps de ça, je vous avais dit que le nouveau Ghostbusters était confirmé, que le nom de code du projet, c'était Firehouse. Parce qu'avant, quand on développait Ghostbusters Afterlife, on appelait ça Rust City. Là, ils sont en train de développer un nouveau Ghostbusters, c'est Firehouse. On savait que ça s'en venait, mais là, la sortie a été confirmée. Donc, ça va sortir en décembre 2023. Donc, c'est pas dans si loin que ça. Pas si longtemps que ça. Un an et quelques, là. Mais c'est ça. On a déjà une date de sortie, puis j'ai bien hâte. Je suis bien intrigué de voir qu'est-ce qu'ils vont nous servir. Ouais. Hey boy. Hey, vas-y, mon Simon. Parlant de X-Men, moi, je veux parler d'un livre qui s'en vient, qui a l'air... qui est quand même le fun. Sur les X-Men? Tu vas voir. Ça s'appelle The Uncanny
X-Men Trading Cards, The Complete Series. OK. C'est publié par Abraham Books et c'est comme un reprint en forme de livre des cartes d'une collection c'est le set de 1992 que c'était tout dessiné par Jim Lee. Oui, je me souviens de ce set-là. J'étais obsédé par les cartes. Elle était superbe. Elle était vraiment belle. Vraiment, puis c'est ça, c'est pour célébrer le 30e anniversaire de ça, qui sortent un livre. Puis c'est vraiment le format, ce que je vois, c'est 5 pouces et demi par 7 pouces et demi. Fait que c'est pas super gros, mais puis il y a la couverture que c'est comme le paquet de cartes. Puis nice! Puis ça a l'air que même la texture du couvre-livre, c'est comme le papier de cartes. Donc, comme le papier des cartes ou les enveloppes? Le papier des enveloppes. OK. Puis à l'intérieur, c'est ça, tu as un reprint des cartes en avant, en arrière, et des fois, tu as des notes par ceux qui ont travaillé sur ce set-là. Puis c'est ça va coûter à peu près une trentaine de piastres. Ça sort au mois d'août. Puis moi, c'est sûr que je vais me le procurer parce qu'en même temps, tu sais, à la place de... Je pourrais acheter les cartes, là, c'est sûr, mais avec une coupe de trucs behind the scenes, de tout ça qui peut être intéressant. Puis, ouais. Je me souviens, elle était tellement belle, cette série-là, que après, ils en ont sorti d'autres par la suite, puis c'était plus expérimental au niveau du look, là. Il y avait puis ils mettaient du doré là-dedans, puis de l'argent, puis ils jouaient beaucoup avec les textures, puis les couleurs. Très style années 90 métallique. Puis je revenais toujours à la série de 92 qui était vraiment superbe. Puis là, je viens de comprendre pourquoi. J'avais oublié que c'était Jim Lee qui était derrière l'ensemble. Mais je suis pas un très grand collectionneur de cartes, mais de l'avoir en livre, là, ça, je trouve ça intéressant. Par contre, il y avait des fiches informatives en arrière, par contre, avec des stats. Est-ce que ça revient, ça? Oui, c'est ça. D'un côté de page, tu as la carte, puis tu reviens de bord, puis tu as justement le derrière de la carte qui était comme la description du personnage, puis une couple d'affaires. Là. Fait que, j'ai hâte de voir ça. J'ai vu que la compagnie avait déjà sorti un pour les cartes de Topps sur Jurassic Park. Un livre comme ça qui est sorti au mois d'avril. Ils en ont sorti pour La planète des singes, pour les Garbage Pail Kids. Ah, ça, c'était dégueulasse. Mais ouais, celui-là, c'est ça. Ça s'en vient, je pense, début mois d'août. Là. Puis, je suis bien excité. C'est comme un genre de time capsule, de cette époque-là. C'est ça, les X-Men, puis tous les personnages qu'il y avait dans cet univers-là en 92. Ouais. J'ai hâte de voir. Qui ont encore laissé une marque. Là. On s'entend qu'il y a eu le dessin animé pas longtemps après. Ouais. Puis c'est souvent la team dans la tête des gens des X-Men, même si l'équipe des X-Men était beaucoup plus variée, puis il y en a beaucoup eu d'équipes puis de variantes d'équipes. C'est l'équipe, disons, dans l'inconscient collectif auquel on revient toujours. Hey, j'ai d'avoir un message de Laurent Boutin qui ne sera pas avec nous. Okay. Donc, semblerait-il qu'il nous a dit qu'elle n'allait pas être là cette semaine. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Ouais, moi non plus. Il dit qu'après le show de la semaine passée, il nous a dit ça. Moi, j'ai pas de souvenir. J'étais pas là. Étais-tu là la semaine passée? T'étais pas là, c'est vrai. J'étais avec Jake et Laurent. Fait que, bon, ça sera plus court. Mais avoir su, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Mais là, OK, c'est correct. On va s'adapter. Mais pour juste rajouter pour les gens à la maison qui se demandent de quoi qu'on parle, les cartes, tout ça. Dans les années 90, je sais pas pour toi, Simon, dans ton comic shop, mais il y avait deux affaires qui se vendaient. C'était les comics, puis tu avais les cartes. Puis les cartes, c'était big, là, parce qu'il y a eu l'époque des cartes de hockey, les cartes de sport, le baseball, les gens allaient là pour acheter ça. Mais là, toutes les franchises que vous pouvez imaginer ont eu une version carte. Des mopettes Star Wars, il y en a eu plein. N'importe quoi, là, un film qui est sorti. J'avais les X-Files, j'avais Terminator 2. Tu vois, j'en ai encore à côté. Je vais te sortir ça. T'as ça avec toi? J'ai une collection de Bill et Ted. Bill et Ted, wow! Ouais. T'avais pas acheté ça au Comic-Con, justement, de Montréal, je pense? Ouais, ouais, c'est ça. J'ai Dinosaur Attack. What? C'est comme un genre de Mars Attack, mais là, c'est des dinosaures qui écrasent à la place. Puis, j'ai Harry et les Anderson. Oh! Ben oui. Ouais. Puis, j'avais aussi, j'avais collectionné les Simpsons,
en arrière, tu pouvais les mettre ensemble, puis ça faisait un genre de gros dessin où ils jouaient au mini-pot. Puis j'avais des G.I. Joe, j'avais Batman de 89. Oui. Ghostbusters 2. Ghostbusters 2. Ouais. L'un, je sais pas s'il y a eu un 7, mais le 2, je me pas. souviens que les cartes traînaient au comic shop où j'allais. Puis il y avait plusieurs façons de compléter son deck. Pour les gens qui écoutent live en ce moment, Simon a sorti un gros cube d'acrylique en plastique. Fait que ça, c'est quand tu voulais pas acheter les cartes individuellement, tu payais le plein prix pour avoir à tout de moins les cartes régulières. Peut-être que les spéciales venaient pas avec, il fallait que tu les achètes séparément, là, mais au moins le carte principal, le deck principal, tu l'achetais comme ça. Moi, j'ai acheté quelques cartes des X-Men, mais j'étais pas un gros collectionneur de cartes parce que de toute façon, après, qu'est-ce que tu faisais? Tu les mettais dans un cartable, tu les regardais. Fait que l'idée de les avoir dans un livre, comme tu viens de mentionner, je trouve que c'est la meilleure façon de vraiment profiter de l'art puis des personnages, comme en tout cas surtout dans la série de 92 de Jim Lee, des X-Men. C'est ça, moi, qui me fascinait, c'est de lire les stats. Parce que c'est l'approche que Transformers avait dans ses paquets de figurines. Tu avais la stats des Transformers en arrière avec un petit historique. Je sais pas si ça me fascinait de lire ce genre de choses-là. Mais je l'ai déjà mentionné, quand j'étais jeune, j'allais au Comic Shop, qui est en fait un shop de cartes avant, uniquement, qui s'appelle le Check Swing, et qui existe encore. Il a déménagé dans Place Portobello à Brossard. Donc, shout out au Check Swing. Mais eux autres, ils ont commencé en faisant des cartes et éventuellement, ils ont commencé à vendre des comic books. Et c'est là où moi, je suis arrivé en tant que client. Pour ceux qui écoutent à l'audio, là, je suis en train de montrer un paquet de cartes de Simpson dans son emballage. On dirait qu'il y a un emballage dans lequel tu peux trouver une gomme. Il y en avait peut-être une, mais plus là. C'est désagrégé. Rappelle donc le nom du livre, puis est-ce que tu as la maison d'édition? Oui, c'est ça. C'est The Uncanny X-Men Trading Cards, The Complete Series, publié chez Abraham Books. Ça sort bientôt, ça? Je pense le 9 août, ou en tout cas dans ces eaux-là. Bon, il faut que je dépense encore. OK. Mais c'est pas si pire, c'est 30$. 30$, ça, c'est pas si pire. Pour tout ce que c'est quasiment moins cher que d'acheter le set de cartes. Oui, parce que si tu avais acheté toutes les cartes pour essayer de pogner les bonnes, tu aurais dépensé certainement plus que 30$. Ou tu aurais été un des zélés qui achetait les grosses boîtes. Dedans, là, tu ouvrais tous les paquets. Mais on reste un peu dans les années 90, franchement, parce qu'on parlait de Jim Lee, mais là, je vais parler de deux personnes qui ont fait leur classe, mais une des deux, elle a vraiment fait ses classes dans les années 90. Je parle du scénariste Dan Slott qui a écrit The Amazing Spider-Man pendant plusieurs années. Je pense que sa run a duré au moins 6 ans. On parle des Amazing Spider-Man, mais aussi ses spin-offs, donc du Superior Spider-Man, quand le corps de Spider-Man a été possédé par Dr. Octopus. Il y a bien des gens qui ont craché sur ce moment-là en BD. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment trippé sur cette run-là. C'était unique, puis c'était vraiment intéressant. Dan Slott, qui n'est pas un auteur que j'ai toujours aimé son stock, mais son Spider-Man était très cool. Il a d'ailleurs écrit la story pour le jeu The Amazing Spider-Man sur Insomniac Game, où il a tout le moins beaucoup inspiré, parce que les éléments de sa run se sont retrouvés dans le jeu d'Insomniac. Donc, il a arrêté il y a quelques années. Il y a d'autres personnes qui ont repris le flambeau de Amazing Spider-Man. Et là, il revient, et pas sous forme de POG, il revient dans une série de Spider-Man qui va être intitulée tout simplement Spider-Man. Et c'est une renaissance ou un relaunch, si vous voulez, de la série des années 90 du même nom qui avait été écrite et dessinée à l'époque par Todd McFarlane. Donc, c'est pas un nouveau titre, mais on reprend la série avec Dan Slott à sa barre. Et pour le rejoindre au niveau du dessin, je parlais d'un gars des années 90, c'est Mark Bagley, qui est considéré comme étant un des dessinateurs par excellence de Spider-Man. Il y en a plusieurs, John Romita Jr. en est un. Mais surtout pour sa run de plus que 100 numéros de Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, il a fait aussi de la Clone Saga dans les années 90. Il a aussi publié sa version de la Clone Saga plus courte, plusieurs années plus tard. Et il y avait un set de cartes de Spider-Man dans les années 90. Je pense que ça s'appelait Spider-Man 94, où c'était juste lui qui avait toutes fait les cartes. Et j'étais fasciné un peu à la manière de Jim Lee sur son art dans la série de cartes de Spider-Man. C'était vraiment superbe. Donc, un gars qui n'en est pas à ses premières armes. Donc, la série va être pas self-contained. La série va suivre les événements de Edge of Spider-Verse, qui va commencer plus tard cet été. Une mini-série de quelques numéros. Et donc, ça va se passer sous son titre et va quand même emprunter aux événements qui se passent dans la série Amazing Spider-Man puis les autres titres de Spider-Man. Donc, là, j'ai fait une phrase vraiment compliquée pour dire que c'est son propre titre, mais ça ne vit pas dans un huis clos
Et ça va s'inspirer des autres séries de Spider-Man qui c'est dans vont la être publiées en même temps. continuité. C'est dans la qu'est-ce qui se passe? Là? Exactement, la continuité de la série de Amazing Spider-Man de Zed Wells et John Romita Jr. Donc, c'est pas... Qui est très bonne à date. Il paraît que c'est très bon. Il paraît Ouais, que c'est très cool. on sait pas ce qui se passe, mais c'est très bon. Excellent. Ça fait partie du fun de la lire. Du trip. Ça va marquer aussi le retour de certains personnages, dont Morlun, qu'on a vu dans la série de... Oh boy, encore? Oui, encore lui. Là. Je trouve son look est lettre. L'idée est bonne, mais il a l'air d'un vampire reject. Là. En tout cas, puis comme rendu, il y a une famille. Dan Slott a mis une famille de Morlun. Oui, il y en a plusieurs. Ouais, ouais c'est ça. Donc, lui, il va revenir, pas sous forme de Pog, mais bien sûr dans la série de Dan Slott. Et quoi d'autre? Ça va être une série mensuelle. Puis le premier numéro, c'est à partir du 5 octobre, donc éventuellement en trade. Ce qui était le fun des Spider-Man, des Amazing Spider-Man en trade, c'est qu'ils vont pas publier un hardcover avant de publier le softcover. Donc, tu as rapidement un trade qui va sortir. Et c'est des trades de 4-5 numéros. Donc, peu de temps après la sortie d'un arche narratif, il y a un trade de disponible. Donc, si vous êtes intéressé à Spider-Man, pas obligé d'attendre 6 mois pour vous lancer sur le trade. Il va apparaître assez rapidement. C'est ce que je voulais dire. Donc, retour pour Dan Slott. Est-ce que tu sais s'il continue sa run de Fantastic Four? Ben, ça, je sais pas. Je pourrais pas dire. Je savais même pas en ce moment qu'il était sur Fantastic Four, à vrai dire. Là, mais ça me surprendrait pas qu'il... C'est un gars très prolifique. Là, il pourrait facilement faire les deux. Ouais. De l'époque de Spider-Man, il faisait plusieurs choses en même temps. Donc, ça serait pas surprenant. Puis c'est là que j'ai appris à l'aimer, hein, parce que moi, je me souviens que dans le temps de Mighty Avengers, quand il avait repris le flambeau de Bendis au début des années 2000, tabarnak, c'était pas génial, mais The Amazing Spider-Man, c'était quelque chose. Ça run Amazing Spider-Man, c'était quelque chose. Fait que c'est ça, un retour pour Dan Slott, Mark Bagley sur Spider-Man à partir du 5 octobre. Mais ben. Yep. On sort les vieux héros. Ouais. Ça te tente que je te parle de 2 films que j'ai vus? Vas-y donc. On fuck off, on parle à Stranger Things la saison. On spoil tout le monde là, en plein milieu de l'émission. Ah, man. Ah ouais, j'ai tellement de goût, mais... Oui, on fera pas ça. On fera pas ça. Non, on fera pas ça. Mais non, est-ce qu'on va le faire? Peut-être. En tout cas. Mais non. Mais... Peut-être. Si vous faites chier, on va le faire. Non, mais je vais vous parler de 2 films de série B que j'ai vus, par exemple. OK. J'ai écouté un film qui s'appelle Air Rage. Un film de 2001, réalisé par le prolifique Fred Ollenery. Et ça va en vedette Ice-T. Ice-T, le rappeur acteur. Oui. Qui... mon Dieu, là-dedans. Je pense que c'est la première fois que je vois un film avec lui comme vedette, je te dirais. Okay. Souvent, je l'ai vu dans d'autres films, mais comme personnage principal, c'est rare. La question, c'est est-ce qu'il a de l'air fâché? Parce que je trouve qu'il a l'air tout le temps fâché quand il a l'air fâché, il a de l'attitude. Quand il y a de la musique un peu militaire, parce que c'est une affaire d'avion puis tout, ben, il y a un petit beat dessus. Un petit beat. Et on rappelle qu'Ice-T maintenant est dans la distribution de Law and Order. Donc, ça fait, pour vrai, je pense que ça fait plus longtemps qu'il acte qu'il fait du rap maintenant. Là. Je pense. Il a prouvé qu'il était capable d'acter. Mais il a de la fâché. Mais ouais, ça fait partie du genre que j'apprécie beaucoup, qui est les films de prise d'otage d'avion. Là, ce film-là est un mélange entre Turbulence et Executive Decision. Ah, sacrément, je sais de quoi. OK, j'ai vu Executive Decision parce que Steven Seagal meurt au début, puis j'étais comme, what the fuck? Jeune enfant, j'étais comme, c'est supposé être le héros. Et Turbulence, c'est juste fucking dégueulasse parce qu'on l'a écouté comme plein de fois jadis. Ouais. Ben, Turbulence, le premier, là, c'est un film de Noël, d'ailleurs. C'est pas un band de métal qui joue c'est le Turbulence 3. Ah, excuse-moi. Je suis pas... Moi, je parle de l'original. Ah, j'ai pas vu l'original. Avec Ray Liotta et Lauren Holly. Et là, c'est un peu ça. Dans le fond, t'as comme un genre de commando qui prend en otage un avion parce que... Puis un gars qui va aller en prison parce qu'il a fait des crimes militaires, là, whatever. Des crimes militaires? Ben, OK, si tu veux, je t'explique. Oui, vas-y donc. C'est un genre de colonel qui a voulu libérer des otages dans un village, puis finalement, il a décidé de tirer tout le village avec sa gang. Puis là, ben, sa gang... je sais pas trop comment il fait pour se retrouver sur l'avion après un procès qui l'envoie d'aller en prison, mais
il est là, puis là, il prend en otage l'avion parce que le juge de la cour martiale est dans l'avion aussi. Puis il y a dans une valise, il y a des secrets d'armée, là, je sais pas trop, là, tu sais, des codes là, pour une bombe. Quelque chose, whatever. ouais. C'est pas important, ces affaires-là. Puis c'est ça. Là, il prend en otage l'avion, il met tous les otages dans la soute à bagages, dont tu sais, il y a toujours un personnage que c'est un hassle tout le temps. Mm-hmm. Peu importe ce qui arrive. Il arrive dans l'avion, il a son téléphone cellulaire, il se fait dire de le fermer, puis il le ferme jamais. Puis là, il dit hey. Ouais, il est vaguement sexiste, il fait des commentaires déplacés. Hey, le sweet tooth, là, va me chercher une vodka. Là, genre. Genre. Là, c'est comme l'otage principal, fait que ça goûte ça un peu. Mais c'est ça. Là, il y a juste une hôtesse de l'air qui ne se fait pas prendre en otage et qui est cachée. C'est là que la comparaison à turbulence... c'est pour ça, parce que c'est un peu ça qui arrive dans Turbulence. Il y a une hôtesse de l'air contre Ray Liotta dans un avion, puis c'est elle qu'il faut qu'il atterrisse l'avion tout seul. Mais là, l'affaire... c'est que comme dans Executive Decision, il y a un commando qui infiltre l'avion par un avion fantôme, je sais pas trop, là, tu sais. Ouais. Ils se mettent en dessous, puis là, ils rentrent, puis là, ils se font tous descendre, sauf Ice-T qui se fait blesser. Fait que Ice-T, qui est le chef de cette gang-là, ce qui est un peu étrange, il se fait blesser, puis il est comme blessé tout le long du film, puis il arrête pas comme tu penses qu'il meurt. Parce qu'il se fait tirer, puis là, à un moment donné, il se relève, puis ça arrive comme 3-4 fois qu'il réapparaît après que tu penses qu'il soit mort. Il peut bien avoir de l'air fâché. Ouais, puis ça fait que c'est ça, c'est lui qui force la face, là, j'ai mal, puis évidemment, il croit pas que la fille est capable de se débrouiller elle-même, fait que, tu sais, il y a tout ça, mais bon, c'est un film d'avion, puis c'est toujours le fun, il y a des personnages poches. Il y a aussi une séquence qui m'a beaucoup fait rire, c'est que quand les méchants militaires prennent en otage l'avion, ils tirent sur personne, ils menacent tout le monde, mais là, il y a un gars qui arrive, qui a comme une veste, puis un journal, il a l'air d'un genre de livreur de journal des années 50. Puis il arrive dans l'allée. Presque. Puis là, il arrive dans l'allée, puis il fait « Hey! » Puis là, il arrête 2 secondes, puis tu le sais qu'il va se faire tirer. Fait que là, il se fait tirer. C'est comme, d'où pourquoi il tire? Pourquoi il tire, lui? Ah, je sais pas. Il fait juste... Montrer un exemple. Puis pourquoi lui, il a couru vers les gars avec les guns, avec son journal? Ah oui, t'as mis l'extrait sur Instagram, puis ça sort tellement out of nowhere. Là, le gars, on dirait qu'il vient de se réveiller, puis il sort d'un buffet. Là, en tout cas, fait que, ouais, c'est ça. Je sais pas... ça serait quoi ma note, mais je suis proche du 10 sur 10. Oh my God. Ouais. Puis, j'ai vu que Ice-T a fait un autre film d'avion qui s'appelle Sonic Impact. Fait que, watch out, je vais écouter ça bientôt. Bon. Mais il y a peut-être un verse de film de Ice-T dans les avions. Peut-être. Ça serait hot. Sinon, j'ai écouté un film dans mon une espèce de marathon de films de Tracy Lords qui continue tranquillement. C'est qui ça déjà, Tracy Lords? C'est une ex-porn star qui a commencé à faire des films d'action à un moment donné, puis des drames, là, puis c'est ça. Fait que là, j'ai écouté un TV movie qui s'appelle As Good As Dead de 95, écrit et réalisé par Larry Cohen, qui est le gars qui a réalisé The Stuff, Q, The Winged Serpent, It's Alive, puis qui a écrit la trilogie des Maniac Cop. Excuse-moi, je vais juste enlever ma page parce que j'ai la grosse face d'Ice-T qui me regarde depuis tantôt, puis j'ai comme peur. Fait que vas-y, continue. Puis c'est ça. Là, ça met aussi en vedette Judge Reinhold, qui était, entre autres, Rosewood dans Beverly Hills Cop. Là-dedans, il joue... Il est décédé, lui, hein, je pense, l'acteur. Non. Il est encore là? Ouais. Parce qu'il n'est pas dans le dernier Beverly Hills Cop. Fait que non, Rosewood, c'est le plus jeune. Ah, le plus jeune. Oui, t'as raison. Je mélange avec l'autre. Ouais. Puis là, c'est l'histoire. Tu sais, c'est un thriller, mais c'est très TV movie, là. C'est deux filles qui deviennent amies. Excuse-moi, j'ai réalisé que c'est lui qui dit « J'ai le câble ».
dans Gremlins, quand il essaye de cruiser Phoebe Gates. Oui, effectivement. C'est ça, c'est deux filles qui deviennent amies super rapidement, dont une des deux, c'est Tracy Lords. Elle est un peu... comment dire... comment je pourrais dire ça? Non, mais c'est juste... Elle est comme... un peu libre et un peu genre on s'arrange comme on peut, puis elle se met amie avec une fille qui est très square et qui travaille, tu sais, puis qui a de l'argent, genre c'est ça. Mais les deux, ils s'entendent super bien. Puis là, à un moment donné, Tracy Lords, elle a comme je pense une crise d'appendicite ou quelque chose, puis il faut qu'elle aille se faire opérer. Mais elle n'a pas d'assurance. Puis là, l'autre a dit hey, je vais te donner ma carte, puis je vais te passer sur mes assurances de job. Mais tu sais, on dit rien à personne, puis c'est juste une journée, anyway, là, personne ne va le savoir. Puis là, finalement, une journée devient 3 jours. Fait que là, il faut qu'elle explique à ses patrons qu'elle s'en va se faire opérer. Puis là, ben, elle en profite pour aller en voyage. Mais là, pendant le voyage, Tracy Lords meurt. Fait que là, tout le monde pense que cette fille-là est morte. Fait que là, puis elle revient, puis bon, sa carte, elle marche pas, elle n'a pas d'argent, elle sait pas où aller. Finalement, elle trouve un moyen de vivre, là. Mais c'est parce qu'aussi, il faut qu'elle enquête, parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est le frère de Tracy Lords, mais elle avait dit qu'elle n'avait pas de frère. Puis, à un moment donné, honnêtement, là, tout le long du film, là, je l'écoutais avec un de mes amis, puis on se posait des questions. On essayait de suivre l'histoire, puis c'était tellement pas clair. Mais c'est que... Finalement, le gars qui se fait passer pour le frère, c'est Judge Reinhold. Mais au final, il est le frère de celui qui est encore en vie, puis qu'elle a perdu de vue depuis qu'elle est jeune. Ben, elle se souvenait pas qu'elle avait un frère? Ou... Non, elle s'en souvenait, mais elle ne catchait pas parce que lui, c'était c'est comme si c'était le frère de Tracy Lords. Sérieux, je pourrais l'expliquer pendant 1 heure, puis on comprendrait rien. Mais c'est bon. L'affaire qui est le fun, c'est que vu que c'est du Larry Cohen, il y a une espèce de... Il y a comme de quoi vers la fin dans le rythme puis dans les dialogues qui est un peu comme cynique, un peu plus dark que d'autres TV movies, mais tu sais, au final, ça finit puis t'es comme « Ah, ben ok, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais ça existe, ce film-là. » Mais la passe où la fille pitch les cendres de Tracy Lords dans la face de Judge Reinhold puis qui tombe en bas d'un ravin, ça c'était... pour ça, je donne 10 sur 10. Juste pour ça. Ouais. Juste pour ça, j'ai envie de le voir. Oui. Je devrais juste découper cette séquence-là. Là. Oui, tu devrais faire ça. Fait que voilà. Hey, tu connais sûrement les Teenage Mutant Ninja Turtles, Simon? Oui. T'avais des jouets quand t'étais jeune? Oui, j'avais pas mal de jouets Ninja Turtles. T'avais-tu comme la base des gentils pis le Technodrome? Ouais. Ouais, moi aussi. On était gâtés pour ça. Bon, moi, j'étais enfant unique. Fait que, ouais, en fait, je viens de réaliser que si j'avais ça, qu'est-ce qu'ils ont donné à mon frère? Mon frère avait pas ça. Peut-être qu'il aimait pas ça. Non, il aimait ça, mais en tout cas, il faudrait que je le reparle. En tout cas, oui. Donc, bien sûr, Teenage Mutant Ninja Turtles, créé par Kevin Eastman et Peter Laird. Puis Kevin Eastman, d'ailleurs, qui va être au Comic-Con de Montréal ce week-end. Donc, pour les gens qui voudraient rencontrer, ça a commencé en tant que bande dessinée comic book indépendante. C'est sorti en 84. Et en 87, il y a eu l'adaptation, ou la première adaptation d'une longue série d'adaptations en dessin animé. Donc, ça a été à la télévision de 87 à 96 et ça a été un énorme succès. D'ailleurs, quand vous pensez au Teenage Mutant Ninja Turtles, sûrement que l'image que vous avez dans votre tête est liée à ce dessin animé-là, même s'il y en a eu d'autres par la suite, même s'il y a eu des films, il y a eu des relaunchs, c'est probablement l'incarnation qui vous vient automatiquement en tête. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un jeu de Tribute Games qui est sorti pas longtemps, là, basé sur le style non seulement du dessin animé des années 80, 90, mais aussi sur les jeux qui étaient diffusés à cette époque-là, qui étaient vendus à cette époque-là. Sais-tu s'il est disponible partout? Il est disponible sur... Moi, je l'avais sur Game Pass de Day One, parce que Yoann m'a convaincu à m'abonner à Game Pass, puis il arrête pas de gosser tout le monde avec ça, fait que je sais je sais, à cause de lui, je suis pogné avec un Game Pass que j'utilise pas, puis non. il me pique 12$ par mois. Là. Mais tu peux
désabonner, Simon? Ouais, j'ai essayé, puis c'était comme super compliqué. Ah ouais? Fait que j'ai comme fait, fuck it. Ben, en tout cas, théoriquement, en ce moment, je pense que tu pourrais jouer. Je sais pas s'il y a une version PC, mais moi, je l'ai sur mon Xbox Series X. Je veux juste plugger le fait que j'ai une Xbox Series X. Bravo. Puis merci. Il est aussi sur PlayStation, puis il est sur la Switch aussi, si je me souviens bien. Okay. Mais pour ce qui est des versions physiques, demandez-moi pas, j'ai pas vérifié. À partir du moment que j'ai vu que je l'avais sur Game Pass, j'ai pas vérifié si je pouvais l'acheter en version physique. Mais en théorie, il est sur le PS Store. Ouais, absolument. Aussi, bon, où est-ce que j'en étais? C'est ça, donc le jeu Tributes, mais bon, c'est vraiment la version des années 80-90 qui vient souvent en tête dans des gens qui on parle de cette franchise-là. Et bien sûr, il y a IDW Publishing, qui est une maison d'édition de comic book américaine, qui ont les droits des Teenage Mutant Ninja Turtles en comic book. Ils font une série depuis plusieurs années, j'en ai parlé déjà. Les gens aiment bien ça, mais c'est son propre univers, c'est sa propre timeline. Mais là, ils vont sortir une mini-série de 4 numéros qui va s'appeler Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventure, qui reprend le ton et le style du dessin animé des années 80-90. Et on en fait une mini-série comic book qui va être écrite par un certain Eric Burnham, qui a déjà écrit pour Teenage Mutant Ninja Turtles en comic book, et Tim Latty, qui va être au dessin. Et comme je l'ai dit, ça reprend le style, ça reprend le dessin, ça reprend le côté un peu plus wacky, humoristique, dédié aux enfants. C'est juste 4 numéros parce que c'est une mini-série. Mais moi, je vais mettre une théorie. IDW Publishing fait souvent ça quand ils ont une nouvelle propriété. Ils font des mini-séries one-shot, puis ils voient si ça pogne, puis à un moment donné, ils partent un ongoing. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils partent une série en continu. Donc, si ça fonctionne, qui sait, peut-être qu'il va y avoir d'autres mini-séries qui vont suivre, voire éventuellement une série en continu. C'est vrai qu'ils font ça. Ils font souvent ça, en fait, à chaque fois. Ils ont fait ça avec Transformers, ils ont fait ça... Ghostbusters aussi. Et ça va sortir en septembre, donc premier numéro en septembre 2022. Puis voilà. Donc, c'est assez intéressant. Ah ouais. On s'entend, c'est pas des nouveaux lecteurs là, qui vont acheter cette série-là. C'est des gens qui ont grandi sur le dessin animé. Ouais. Puis c'est bien correct. Ça a l'air pas mal cool. L'art est vraiment belle. Très coloré, comme le dessin animé des années 80. Qu'est-ce que tu avais d'autre, Simon? Je peux un peu remplir le temps pour... en disant que Rock'n'None 2, c'est pas bon. Il y a ça. Mais je peux aussi parler de où je suis rendu dans les X-Men. Là, c'est pas pour remplir du temps. Moi, je veux savoir où t'es rendu. Là. Ouais, puis j'ai un peu failé au niveau de... les dernières fois, je disais, ouais, mais là, il faut que je lise d'autres choses là, que du X-Men. Non. Tu continues à lire X-Men ou la série inspirée par X-Men plus la série de Claremont en parallèle, c'est ça? Oui, je à jour avec les numéros qui se passent présentement. Mais ouais, c'est ça. Je continue la run de Chris Claremont, mais là, ça commence à s'élargir avec d'autres auteurs, tu sais. Mais c'est ça, la dernière fois, je parlais que j'étais en train de lire Secret Wars 2, puis que c'était pas super bon. Puis tu sais, j'ai lu toutes les tie-in, fait que là, j'étais arrivé à la fin. La fin est intéressante. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'événement, si on veut. Surtout, tout ce qui se passe avec Rachel Summers, qui est ça. Rachel Summers, c'est la fille de Jean et Scott, mais dans l'univers de Days of Future Past, qui est revenue dans notre temps, puis que finalement, elle voulait revenir pour sauver le monde, mais pas dans la bonne timeline. Fait que elle reste là. C'est ça, elle reste là. C'est une télépathe, mais là, elle a eu plusieurs rencontres avec le Beyonder dans la série. Puis à un moment donné, le Beyonder, il lui donne tout le pouvoir qu'elle peut avoir, et tout ce pouvoir-là, c'est le pouvoir du Phénix, dans le fond. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'elle est possédée par le pouvoir du Phénix. Ouais, c'est ça. C'est juste que, tu sais, c'est un peu différent de ce qui arrivait avec Jean Grey. Tu es vraiment plus en contrôle, mais en même temps, elle a la mèche courte. Fait que, tu sais, elle réagit vite, fort. Puis là, il y a un numéro... où vers la fin, elle s'est dit, le seul moyen de se débarrasser du Beyonder, c'est de détruire l'univers et de le refaire sans lui. Puis là, c'est un numéro, c'est ça, où elle pogne
drastique un peu. Oui, c'est ça. Puis elle pogne l'essence des autres X-Men. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Fait que ça va causer des problèmes plus tard. Puis, c'est ça, à un moment donné, tu vois là, un petit panel là, où, tu sais, les artistes qui tu sais, quand tu essaies de représenter, refaire l'univers. Ouais, comment ça fonctionne. Ouais. Mais c'est hot pareil. Mais finalement, finalement, elle abandonne. Puis c'est ça. Il arrive d'autres choses là, avec le Beyonder, mais c'est pas super important. Rachel Summers, est-ce qu'elle est encore dans les X-Men à ce jour? Oui, elle est revenue. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, elle devient la Mother Ascani, puis j'ai aucune idée c'est quoi, fait que j'ai hâte de me rendre là. Puis c'est comme la mère de... Non, ok, non, ouais, t'allais spoiler de quoi? Okay. Ben, pas spoiler, c'est juste que j'allais dire de quoi que je suis pas sûr. Fait que, je m'autais pas. Après, j'ai lu la mini-série Long Shot, qui est, tu sais, au début, tu la lis, puis ça a l'air pas mal séparé du monde des X-Men. Long Shot, c'est écrit par Anne Nocenti, qui était surtout une éditrice chez Marvel. Dans ces années-là, en fait, c'est elle qui éditait les X-Men pendant que Claremont était là. Puis c'est dessiné par Arthur Adams et c'est l'introduction du Mojo World. Fait que ça, c'est comme un monde wacky. Ouais, c'est un monde qui il y a comme des esclaves qui ont la forme humaine, qui sont créés par des êtres qui s'appellent les Spineless Ones. Fait que c'est ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale. Puis le méchant, c'est ça, c'est Mojo, qui est super, comment dire... Tu sais, je te dirais, il est très Trump. Ok, oui, je sais quel personnage tu parles. Ouais, tu sais, pas juste du look, là, l'espèce de on me doit tout, je suis un man baby, je veux contrôler tout. C'est ça. Puis lui a créé Longshot, mais Longshot, la série, ce qui arrive, c'est que c'est un personnage qui ressemble un peu à un genre de David Bowie, puis il n'a aucun souvenir de qui il est, mais il bat comme des monstres. Puis plus la série avance, plus tu comprends que c'est ça. Il vient d'un autre univers qui est l'univers du Mojo World. Puis il n'est pas un mutant, c'est ça. C'est un mutant du Mojo World. C'est ça. Mais c'est juste que le Mojo va revenir pas mal dans les X-Men dans les prochaines années. Fait que c'est comme l'introduction de tout ça. Puis c'était bon. Puis le dessin est magnifique. Là, c'est du vieux Arthur Adams, mais tellement détaillé. Puis c'était quand même le fun. Là, c'est que t'es pas rendu encore quand ils vont introduire Cable pour la première fois, parce que c'est en 86. Fait que t'es pas loin, mais t'es pas là encore. Je suis pas loin, mais je suis pas là. Sauf que... Ouais, attends, tu vas voir. Dans les autres trucs que j'ai lus, dans Uncanny X-Men, il y a un numéro qui était vraiment bon, le 205, qui est évidemment écrit par Chris Claremont, mais dessiné par Barry Windsor-Smith. Mm-hmm. C'est un numéro de Noël où Wolverine se bat contre Lady Deathstrike. C'était la première fois qu'il y avait Lady Deathstrike. Et c'est vraiment un numéro où c'est l'art qui domine, parce que c'était très différent de ce qu'il y avait avant. D'habitude, c'est John Romita Jr. qui dessine de ces années-là un peu. Mm-hmm. Là, c'est très différent. Puis ça donne un look à Wolverine, tu sais, le genre de Wolverine magané, mais... il a l'air comme un peu sauvage. Sauvage, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est vraiment un look de Wolverine qui va être pas mal plus utilisé plus tard que ce qu'il y a avant. T'sais. Puis c'est ça, c'est vraiment pour l'art que je suggère ce numéro-là, mais Wolverine, il s'est fait... Tu sais, la BD commence, puis il est déjà magané, puis il se souvient plus qui il est, puis il se fait aider par Katie Powers, qui est une des Power Pack Kids, qui s'est retrouvée dans la Future Foundation plus tard là, avec Hickman. Là, mais, ah ouais. Puis ça, elle l'aide, elle le reconnaît, mais lui, il est comme... c'est ça, il parle pas, puis il est un peu... il veut juste comme tuer. Puis là, plus ça va, plus genre, il commence à se souvenir de qui il est, puis là, il veut protéger la fille, puis il se bat contre Lady Deathstrike. C'est comme moi à fête à Noël familiale. C'est exactement la même chose. Fait que, ouais, tu sais, c'est le genre de numéro que t'as le goût d'acheter des planches de ce numéro-là, parce que c'est tellement beau. Ouais, il y a ça. Puis,
aussi. Hey, attends, juste avant que j'oublie, parce que je te parlais de Cable. Ouais. Est-ce qu'il est du même... Parce que lui, c'est aussi un fils d'un futur alternatif où t'as Scott puis Rachel qui ont un enfant ensemble. Est-ce que c'est du même futur que Rachel Summers ou c'est d'un autre futur? C'est un autre futur, puis même que je pense... Je suis pas sûr si c'est... Ben c'est ça, j'ai hâte de voir, là, mais c'est peut-être le fils plutôt de Scott et de Madeleine Pryor qui était la clone de Rachel, de Jean Grey. Jean Grey, ouais, c'est ça. Mais écoute, il y a sûrement plein de monde là, qui sont en train de gueuler. Là, non, t'as blablabla. Écoute, moi, tu sais, il y a des affaires que je sais, mais Cable, c'est mélangeant. Mais les X-Men en partant, c'est mélangeant. Ben, c'est ça. Puis, je viens d'écouter un épisode de Cerebro qui parle de Strife. Qui est le evil twin, non, le evil clone de Cable. Est-ce que tu dirais que pour se retrouver, il faudrait que je commence à écouter moi aussi Cerebro pour pouvoir commencer à lire les X-Men comme toi tu le fais? Oui, ben ça aide parce que c'est vraiment c'est des épisodes très précis sur des personnages précis. T'as-tu été en mesure de faire la liste des numéros que tu as lus? Non, pas encore, mais je pourrais. Là, mais, éventuellement, c'est pas pressant, mais ça pourrait être le fun de le partager pour les gens sur le Discord. Ouais. Parce que c'est de la job d'édition. Parce que, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, j'ai essayé en suivant plusieurs sites différents de suggestions de lecture, d'ordre de lecture, de juste me retrouver là, pour des titres que je connaissais un peu disons, la continuité. Puis, c'est parce qu'ils suggèrent jamais la même affaire. Hein. Non, c'est ça. Puis, tu vois, tout ce qui était après Secret Wars 2 était un peu mélangeant parce que j'avais 3 listes, puis les 3 disaient des choses différentes. Mais tu te retrouves un peu à un moment donné, là, tu lis, puis il y a un événement qui va s'en venir, qui est le Mutant Massacre. Puis, fait que là, j'essaie de tout lire qu'est-ce qui se passe juste avant. Puis après, je vais pouvoir suivre. Comme là, c'est ça, après Secret Wars 2, dans ce qui se passait dans les New Mutants, à la fin, le Secret Wars 2, le Beyonder tue tous les New Mutants, puis il les ramène, mais là, ils sont tous brain dead. Puis là, dans la série, ils recommencent un peu à être humains, mais ils n'ont aucune émotion. Puis là, c'est Magneto qui s'occupe d'eux autres. Puis là, il ne sait pas trop quoi faire avec eux parce qu'ils sont pognés, ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas d'âme, ils sont vides. T'sais. Puis là, il les envoie à l'école de Emma Frost, qui est l'école des rivales. Puis là, parce qu'il veut que Emma Frost les libère dans leur tête, puis qu'ils redeviennent comme avant. Mais évidemment, ça fait bien du trouble. Mais là, il y a ça qui se passe. Mais aussi, il y a X-Factor qui a commencé. OK, là, tu as une autre série en parallèle qui est écrite aussi par Claremont ou est juste dans le même univers à la même période? Elle est dans le même univers, puis c'est comme des personnages que Claremont voulait pas écrire à propos d'eux, ou je sais pas trop, mais au début, c'est écrit genre par Bob Layton, mais je sais que ça va devenir une série par Louise Simonson, qui, elle, travaillait beaucoup avec Chris Claremont, justement. Ouais. Mais, tu sais, la BD, en fait, c'est ça, c'est les Original X-Men qui reviennent ensemble. Fait que t'as Beast, Angel, Iceman, Cyclops et le retour de Jean Grey. La résurrection de Jean Grey est un peu étrange parce qu'elle se passe dans un numéro d'Avengers, puis après dans un numéro des Fantastic Four. Puis... Ben, tu vois, après, on se demande pourquoi les gens sont pas capables de partir à écouter de la BD. Là. Mais l'affaire, c'est que Chris Claremont ne voulait pas la ramener. Puis c'est un autre gars qui l'a ramené. Fait que là, il était comme... Hey, je me retiens depuis tantôt de faire des jokes de Pog là, parce que j'arrête pas d'entendre. J'arrête pas de dire de revenir. Puis je suis comme... Ouais, je sais bien. Mais j'ai des auditeurs qui m'ont dit, quand ma blonde dit revenir ou quelque chose comme ça, puis tu formes de Pog. Je veux pas faire de la friction dans les couples. Là, fait. Ouais. Mais c'est ça, elle revient, puis là, Scott, lui, il est marié avec Madeleine Pryor. Mais là, il le dit pas. Puis, man, il est pas bon. Ce qui me gosse avec cette série-là, c'est que, ouais, OK, elle est revenue, mais je veux dire, les autres X-Men dans l'autre site, ils l'ont connue, mais elle va pas leur dire allô, tu sais. Il y a comme 2 mondes séparés. Puis c'est un peu décevant que
tu lis quelque chose qui est comme très interconnecté, puis là, tu as cette série-là qui ne l'est pas. Mais je pense qu'elle va le devenir plus tard, mais c'est ça, c'est genre les X-Men qui décident « Hey, on va refaire le rêve de Professeur X d'essayer de trouver d'autres mutants puis de les aider avec leur pouvoir, mais pour que ça passe, on va se faire passer pour des gens qui chassent les mutants. On va se faire passer pour les X-Factor. Puis là, ils ont une pub à TV qui dit « Si vous avez des problèmes avec des mutants, appelez-nous. » Genre, c'est comme les Ghostbusters. Là, ouais. Puis c'est ça, c'est juste que là, quand il arrive, ben là, il aide le mutant plutôt que de... Ouais, c'est ça. Mais c'est comme c'est un regroupement sous l'équipe des X-Men pareil? Non, c'est ça, juste... ils se parlent pas. Parce que je pense que la logique, c'est que vu que maintenant, Professeur X, il est plus là, il est comme dans l'espace là, avec. Oui, quand il est allé batiforer. Batifoler. Fait que là, le boss. Mais c'est plus le boss des New Mutants, mais en tout cas, il pense que Magneto, c'est maintenant le boss. Puis là, ils sont comme. Surtout Jean Grey, il est comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis... Mais il y a quelque chose qui me gosse aussi dans le retour de Jean Grey. Puis ça, je vais en parler. C'est que. Elle revient, puis on se fait dire que tout ce qui est arrivé avec le Phoenix puis le Dark Phoenix, c'était pas elle. C'était une entité. Ben, c'est le Dark Phoenix qui la contrôlait, c'est ça? Non, c'est ça. C'est qu'elle est morte dans la première fois dans la navette qui s'est explosée dans l'eau. Hey man, c'est la première fois que j'entends ça parce que j'ai toujours cru que les actions du Dark Phoenix étaient... C'est Jean Grey possédé par... Mais d'après moi, ça va être encore retconné, puis ça va être arrangé pour dire que finalement, c'était elle. Mais là, présentement, dans les numéros que je suis, on se fait dire que c'était pas elle. Fait que là, tu sais, il y a plein de scènes avec Scott puis les autres X-Men que ça serait pas vraiment Jean Grey. Mais c'est quoi? C'était le Phoenix qui a décidé de prendre l'apparence de Jean Grey parce que ça y tentait? Genre. Okay. je vois genre des fois il y a des histoires de rédemption dans le comic qui fonctionnent mieux que d'autres où tu te dis ok, c'est un héros là qui a été déchu, ses actions sont justifiées par je vais prendre l'exemple de Hal Jordan. T'apprends que c'est parce qu'il a été possédé par une entité genre le parallaxe là, puis l'histoire de Jeff Jones où il en parle, c'est super intéressant parce que c'est bien écrit, c'est bien amené puis c'est logique, les deux s'emboîtent plutôt bien, l'histoire qui précédait, puis la rédemption ou la réhabilitation du personnage fonctionne bien. Et là, par contre, ça, c'est une manière de se laver les mains des actions de Jean Grey, mais c'est un peu cheap. Ouais, c'est ça, mais d'après moi, ça va être... Ils vont expliquer ça d'une autre façon quand que Claremont va remettre la main là-dessus, là, mais pour l'instant, c'est ça, puis c'est là que tu vois comment dire, les conséquences d'édition, tu sais, puis des choix éditoriaux qui c'est comme... Mais sauf que dans les derniers numéros que j'ai lus de X-Factor, je suis rendu genre numéro 5 ou 6, il y a la première apparition d'Apocalypse. Oh, ça c'est cool, ça. Puis ça aussi, ça va être un personnage compliqué à suivre. Là, est-ce que tu vas lire la run de Age of Apocalypse? Ah, éventuellement, quand je vois. Parce qu'elle est sur Marvel Unlimited. Ouais. Mais je suis pas rendu là. J'ai encore. Parce que ça aussi, c'est une continuité d'un futur parallèle. Ouais, c'est ça. Il y a bien des personnages de Age of Apocalypse qui reviennent plus tard par, tu sais, en tout cas. Voyage dans le temps, quelque chose. C'est ça. Puis, fait que je suis rendu là. C'est pas mal ça. Déjà pas mal. Ouais. Puis, je voulais aussi mentionner, tu sais, ceux qui se demandent quoi lire présentement, mettons, dans l'univers des X-Men. Il y a 2 titres qui sont vraiment, vraiment bons. C'est X-Men Red. C'est qu'est-ce qui se passe avec les X-Men qui sont sur Mars. Aussi avec tous les habitants de l'autre île qui est Arakko. Fait qu'Arakko puis Arakko, c'est comme son frère? Ouais, c'est ça. Puis elle, en tout cas, l'île... d'Arakko, elle s'est retrouvée dans une autre dimension, mais là, elle a été ramenée. Puis, c'est ça, là, elle est sur Mars. Là, il y a Magneto qui est sur Mars avec Storm et Sunspot, puis d'autres nouveaux mutants. Puis, c'est vraiment bon. C'est écrit par Al Ewing, qui a écrit Immortal Hulk. Puis, il avait fait aussi une run de Guardian of the Galaxy qui était très bonne, même si elle était très courte.
Puis l'autre titre, c'est Immortal X-Men, qui parle plus du côté un peu politique du Quiet Council. Fait que c'est comme ceux qui décident qu'est-ce qui se passe sur Krakoa, avec le retour de Destiny, qui est une mutante qui voit dans l'avenir. Le dernier numéro était surtout sur elle, puis c'était magnifique, là, l'histoire, tout ce que ça amène du fait qu'elle peut voir plusieurs futurs, puis là, on voyait une espèce de schéma avec des possibilités de futurs qu'il va y avoir dans les X-Men. Ça, c'est hot, là. Il avait fait ça un moment donné c'était Bendis qui avait fait ça dans un numéro où il y avait comme plusieurs futurs possibles. Puis il y en a qui se réalisent plus que tu lis. Là. Ouais, puis je te dirais que c'est les deux les plus importants si tu veux suivre les X-Men. C'est sûr que tu as un peu de... T'as peut-être un peu de recherche à faire si t'as rien lu d'autre. Genre, tu te demandes pourquoi telle affaire, pourquoi tel personnage, mais c'est beaucoup... c'est quand même... C'est récent. Là, les deux séries ont juste 4 numéros. Puis ça suit ce qui s'est passé dans les derniers events chez X-Men. Puis pour essayer de démêler un peu les choses pour les gens à la maison, pour la 25e mille fois, on va dire que Jonathan Hickman a lancé il y a quelques années l'univers des X-Men. Il l'a pas rebooté, c'est pas le bon terme, là, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Il a envoyé, c'est ça, il l'a relancé, il a amené l'univers d'une autre direction avec Power of X, House of X, qui est disponible dans un gros trade. Si vous l'achetez, vous avez les 2 séries combinées. C'est un gros trade. C'est quand même un peu dispendieux, surtout si vous l'achetez en hardcover, mais ça vaut la peine. Suivi après de les maudits là, trade paperback où tu avais toutes les X-Men, là, toutes les séries des X-Men, mais en temps réel. Comment ça s'appelait cette affaire-là? Là? J'ai oublié tout le temps le titre. Il y avait Dawn of X. Dawn of X, voilà, c'est ça. Qui a maintenant changé de nom. Il y a eu Reign of X. Puis là... Il y a une autre affaire qui vient de changer de nom. Le nouveau, là, qu'après, en tout cas... Il y a cette affaire-là, il y a X of Sword, il y a Inferno. Moi, je dis, si vous voulez suivre sans trop dépenser, pognez ça. House of X, Power of X. Après, pognez X of Sword. C'est pas surtout direct à X of Sword? C'est sûr qu'il va te manquer des affaires, mais c'est un événement important. Tu peux aussi juste lire la run de Jonathan Hickman de X-Men normal. Mais c'est sûr qu'il va manquer des bouts là, parce que... c'est comme ça qu'ils vous font acheter des comics. C'est ça la stratégie. C'est ça, mais il y a toujours moyen de fouiller puis de quel personnage, pourquoi qui fait ça, blablabla. Puis après, je te dirais qu'il y a Inferno. Qui est un peu la conclusion. C'est la conclusion de ce que Jonathan Hickman avait commencé avec. Ça, c'est un événement aussi, c'est ça? Oui, c'est un événement. Puis je pense que c'était 5 ou 6 numéros. Fait que c'était moins pire. Là, puis tout de suite après, il y a X-Death and X-Lives of Wolverine. Il y a X-Death qui est vraiment la suite d'Inferno, mais ça se mélange avec X-Live aussi. Puis ça a rebooté, si on veut, avec le nouveau... où est-ce qu'on est rendu, là. C'est pour ça qu'il y a X-Men Red, puis il y a Immortal X-Men. Fait que ça, c'est venu après. OK, parfait. Puis ils ont arrêté le Uncanny X-Men à partir de ce moment-là? X-Men a continué, mais c'était un autre auteur, c'était Jerry Duggan. Là, les X-Men étaient plus... il se cachait pas sur Krakoa, il redevenait un groupe de super-héros qui était à Manhattan. Okay. Mais là, la série, ce que j'ai compris, c'est qu'elle arrête, puis elle va repartir bientôt. Mais parce qu'il y a comme un changement de roster. Des membres vont changer après le Hellfire Gala qui va avoir lieu bientôt. Fait que j'ai bien hâte. Il faut une charte. Il faut quelqu'un. Il y a sûrement quelqu'un qui a fait une charte. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr. Là. En plus, c'est drôle parce que Hickman fait tout le temps des chartes pour présenter ses concepts dans pratiquement toutes les BD qu'il a faites. Ouais. Puis moi, j'adore. J'ai trouvé c'était qui récemment. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré. L'algorithme a comme conseillé une agence qui offrait comme un tutoriel pour faire du design graphique. Et c'est l'agence qui a au moins, en tout cas, travaillé le logo des X-Men comme on le voit actuellement. Et de ce que j'en comprends, c'est aux autres ici qui font les chartes. Moi, j'ai tout le temps cru que c'était Jonathan Hickman lui-même qui les faisait. En tout cas, je ne sais pas s'il y a son mot à dire. J'imagine que oui, là, c'est l'auteur derrière. Mais il a fait du design graphique aussi, donc je pensais que c'était lui qui le faisait. Ah, puis ce qui est le fun aussi, c'est que ce côté-là, ils l'ont gardé dans tous les titres
C'est Même nice. s'il n'est plus là, c'est encore là. Fait que, tu sais, des fois, tu as des pages que c'est des mémos de personnages qui se parlent entre Entre eux. eux, ouais. Puis, tu sais, si tu ne les lis pas, il va te manquer des informations. Tu sais. Des fois, c'est des schémas, des fois, c'est des cartes. Il y a plein d'affaires. Ouais, contrairement, puis là, je vais dire de quoi de sacrilège, là, mais contrairement à l'histoire de pirates dans Watchmen, vous êtes obligé de lire les mémos pour comprendre l'histoire. Ouais, dans Watchmen, la seule affaire que je trouvais qui était important à lire, qui n'est pas l'histoire, c'est plus les extraits du livre de l'ancien super-héros. L'ancien super-héros dans les fins de chapitre. Ouais, ça, c'est essentiel. Ben, merci, j'allais dire merci X-Men. Merci Simon. Moi, j'ai un dernier truc. On en a parlé beaucoup, puis on vous a teasé un petit peu avec ça, mais la saison 4 de Stranger Things, volume 2, est sortie le vendredi dernier, donc le 1er juillet. Et comme de fait, puis ça m'a vraiment fait sourire, mais ça s'est résorbé assez rapidement. Ça a fait crasher Netflix. La série, deuxième partie, c'était 2 épisodes assez longs. Le deuxième épisode, d'ailleurs, est genre quelque chose comme 2h15. 2h30. C'est du gros épisode. Ouais. Donc, les 2 sont sortis à 3h AM et ça a fait crasher, Netflix. Il y a des gens qui ont rapporté comme quoi ils ne pouvaient même pas se connecter à la série. C'était impossible de la visionner. D'autres ont rapporté qu'il y avait des problèmes de qualité. C'est pas ça qui t'est arrivé à toi, genre? Tu t'es tombé en 72 DPI, 720 DPI? 720 DPI jusqu'à la fin, là, mais le dernier épisode, mettons la dernière heure. Puis là, j'étais comme, ben là, je veux pas l'arrêter, mais non, j'aimerais ça le voir en bonne qualité, mais finalement, c'était pas super. Je l'ai écouté quand même à 720. Donc, je vais le réécouter en meilleure qualité. Ben oui, mais moi, c'est sûr, j'ai réécouté des bouts sur YouTube puis des reactions toutes les fins de semaine. Fait que, j'ai l'impression que je vais réécouter les 2 derniers épisodes. Donc, ça a fait crasher la patente, mais ça a été down après environ une demi-heure, puis après, ça s'est résorbé. Donc, tout ça a été traqué par un site qui s'appelle downdetector.com. On parle de 13 000 billets, une augmentation de 13 000 billets d'utilisateurs qui envoyaient des notices à Netflix. Il y a moyen de traquer ça, ce qui est énorme. On s'entend que la deuxième partie de la 4e saison est attendue. Et sans rien révéler, moi, j'ai capoté. J'ai trouvé que la 4e saison au grand complet était pratiquement parfaite. Pratiquement pas de temps mort. Des moments de personnages, des moments drôles, des moments touchants, des moments épiques, des moments épeurants, des moments gore. C'est une belle réussite. J'ai très hâte à la 5, mais ça risque de prendre quand même un bon bout de temps. Attendez-vous pas à ce que ça sorte l'année prochaine. Et on parle même peut-être d'un saut dans le temps. Donc, on va peut-être être dans les années 90, mais ça, c'est des rumeurs. C'est pas confirmé encore. De la façon ça finit. Je sais pas trop. Ouais. En tout cas, on va pas en parler. Tu sais, là, j'ai le goût, mais non, on peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, sinon, je voulais dire que j'avais écouté une série sur Disney+, qui s'appelle The 90s, The Last Great Decade, avec un point d'interrogation. C'est 2 épisodes d'environ 1h30, 1h28 sur les événements marquants des années 90. Moi, je suis bien là-dedans, la nostalgie des années 90 de ce temps-ci. Puis c'est toujours drôle de revoir, de revisiter des événements qui, dans ma tête d'enfant, n'avaient pas nécessairement les répercussions que je comprends aujourd'hui. C'est bien, c'est une approche un peu tabloïde, là. C'est un peu sans sas. Puis tu sais, plein de gens qui participent comme des acteurs des années 90. Neve Campbell est dedans. James Van Der Beek, puis on leur fait parler juste 2 secondes, puis après, on leur jase pas, puis t'es comme, mais voyons, ce monde-là avait de quoi à dire, là. Mais il y a beaucoup d'intervenants, c'est un des côtés forts de la série, mais c'est aussi son côté faible parce qu'on n'a pas assez de temps avec chacun de ces intervenants-là. Puis je pense pas qu'en 1h30, on a le temps de vraiment couvrir les années 90, on s'entend que c'est impossible, c'est une tâche impossible et ingrate, mais c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Surtout si vous avez vécu les années 90. Et donc, c'est disponible sur Disney+. Ça vient que le forfait de base, c'est sous l'ombrelle National Geographic. Ça s'appelle The 90s, The Last Great Decade. Et c'est ça. Et sinon, j'ai rien d'autre. Moi, Simon, j'avais pas mal fait le tour de mes trucs. Ouais, moi aussi. J'ai écouté le documentaire en 2 épisodes sur les Kids on the Hall. C'est comment? C'était très bon. J'ai pas écouté la nouvelle saison encore, mais j'ai écouté le documentaire. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a aucun tabou. Fait que les périodes qui ont eu de la difficulté, ils vont en parler. Mais aussi toute l'importance que ça a, tout l'impact que ça a eu. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Dave Foley qui va être au Comic-Con de Montréal. Eh ouais. Membre de Kids on the Hall.
Fait de la plug. Je pense pas qu'ils ont besoin de plug de notre part, mais... ben, je pense que c'est ça. Oui, on va faire une petite pause. Je vais plugger deux choses avant. Je vais plugger bien sûr, le Patreon, mais juste avant, je vais plugger aussi le fait qu'il y a un nouvel épisode de Noël chez Isidore qui est disponible depuis la semaine passée, depuis vendredi dernier, c'est ça? En même temps que la saison de Stranger Things volume 2 est sortie. Oui, la même Il y avait aussi un épisode de Noël chez Isidore. Parler de quoi, là? C'est très keb comme épisode de 1er juillet, qui est la fête du Canada. C'est ça. On était supposé de faire un épisode pour la Saint-Jean. Finalement, ça a été un peu retardé. Mais on parle de Noël au soir, un vieux spécial de variété des beaux dimanches de 77, la même année que le film... Tarantula avec des abeilles, de Lee Cargo. Fait que, on parle de ça. C'est super bon, donc c'est disponible sur toutes les plateformes de podcasts. Si vous voulez donner et encourager les Mystérieux Étonnants, vous pouvez le faire même durant l'été. On a perdu quand même beaucoup de Patreon ce mois-ci. Je ne sais pas si les gens sont insatisfaits peut-être de la quantité de contenu. Je sais qu'on met beaucoup de trucs aussi sur Discord et c'est pas tout le monde qui participe au Discord des Mystérieux Étonnants. La bouffe, tout coûte cher en ce moment. Ça fait peur un peu. L'été aussi. L'inflation. L'inflation fait... Ouais, moi j'ai eu mon augmentation de guillemets, puis cette année, ben, je travaille moins... Je vais gagner moins cher. Ça a l'air. Hein? Mais moins d'efforts. Ben... En tout cas, on s'en parlera pas, là, parce que des fois, il y a peut-être du monde qui peut écouter le show. Mais je peux comprendre, c'est ça, on a perdu beaucoup de Patreon, mais si ça vous intéresse de nous encourager, encourager le show qu'on fait depuis maintenant 16 ans, tous les lundis. On a deux nouveaux Terre humaine qui s'en viennent. En plus, regarde, tu vas avoir du compte. Terre humaine chez Isidore. Donc, on va tout parler de ça. Allez sur mystérieuxétonnant.com, en haut à gauche, il y a un bouton Faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Puis pour l'équivalent d'un café, on parle pas d'un café de Starbucks, on parle d'un café cheap de votre job. Là, vous mettez 2 piastres, puis c'est réglé. Vous faites en sorte que nous existons, qu'on peut garder les lumières allumées, qu'on peut payer les factures, parce que ça a l'air de rien, mais ça coûte quand même beaucoup des bidous. Administrer les Mystérieux Étonnants. Et en échange, on vous donne du contenu gratos. Donc, Bifurcation, qui est un podcast que je fais avec mes amis Guillaume Saint-Cyr et Rémi Fréchette. On a pris une petite pause parce que là, en ce moment, c'est le bordel. Rémi et moi, on travaille sur plusieurs trucs, dont notre série de Fantasia qui s'en vient. Une série qui va être disponible sur les médias sociaux de Fantasia qui s'appelle Fantasia de l'autre côté de l'apocalypse. On fait des entrevues avec des invités du festival. On fait des entrevues avec des gens qui... sont derrière le festival, donc des programmateurs, des gens qui collaborent de près ou de loin à Fantasia depuis maintenant des années. Donc, on fait ça, fait qu'on a pris une pause, mais on est revenu la semaine passée. On a fait le prochain film qui est dans la liste des films des Coen, qui est quoi déjà? Miller's Crossing. Ouais. J'ai vraiment pas aimé ça. Ah non? Les gars ont trippé, moi j'ai vraiment eu de la misère. Mais on en a parlé, et là on va faire le prochain prochainement. Donc, on est un petit peu plus instable que durant l'hiver. Là, c'est plus compliqué en ce moment, là, mais... vous avez quand même 100 et bifurcations. Là, si vous voulez aller fouiller les archives, il y en a en maudit. À partir du moment que vous donnez pour le Patreon, vous avez accès à l'ensemble du truc. Et vous avez aussi accès à Terre humaine chez Isidore, qui est le podcast sur la télésérie Très brune, très beige, Terre humaine. Et là, tu as 2 nouveaux épisodes qui s'en viennent, tu disais. Oui. On a enregistré ça dans le sport. La même journée que le Noël chez Isidore. Que Noël chez Isidore, que tu étais chez Étienne Forêt, que tu as fait une apparition d'ailleurs à Décideret. Oui. Tu as vu, les gens ont compris qu'il allait avoir un enregistrement pas longtemps après. Mais non seulement de Noël chez Isidore, mais Terre humaine chez Isidore. Aussi, en échange du Patreon, de votre contribution, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. La façon que j'en parle tout le temps, c'est comme l'Internet, mais sans trou de cul. Puis c'est vraiment ça. C'est vraiment le fun. Où on écoute des films, on partage beaucoup d'articles. Où est-ce que Johan n'arrête pas de convaincre les gens de s'abonner à Game Pass sur Xbox. Il ferait un très bon évangéliste de Microsoft, Johan. Donc, on écoute la lutte le dimanche, tout le temps un highlight de la fin de semaine. Donc, c'est super facile pour donner pour un mois, arrêter, revenir quand vous voulez. Vous allez sur Patreon pour ça. Sinon, on est disponible un peu partout sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et Amazon Music. Et ça, c'est pas juste les Mystérieux Étonnants, mais c'est l'ensemble des podcasts comme Terre Kaiju et Noël chez Isidore qui sont disponibles sur cette plateforme-là. On est également sur Facebook, Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. On revient avec le sujet de la semaine, une bande dessinée de Ed Brubaker et Sean Phillips, Killed or Be Killed. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée de Image Comics, Killed or Be Killed, de Ed Brubaker et Sean Phillips, un duo qui travaille ensemble depuis maintenant de nombreuses années. Ils ont travaillé sur Criminals, ils ont travaillé sur Fatal, me semble. Ils ont fait un travail bien d'affaires ensemble. Ouais. Je pense qu'ils font juste des affaires ensemble, finalement, tout le temps.
Donc, c'est une série, on parle du premier volume. Il y a 4 volumes, je pense, au total. Il y a une intégrale qui, à une certaine époque, était disponible, qui, je pense, en ce moment, est en rupture de stock. Mais pour ma part, si vous avez la chance de mettre la main dessus, ça vaut la peine parce que j'ai non seulement lu le premier trade, mais j'étais tellement embarqué dans l'histoire que j'ai lu l'entièreté de la série. Je voulais savoir comment ça allait se terminer. Ah ouais. Et j'ai pas été déçu. On suit le personnage de Dylan, qui est un collégien universitaire qui va à une institution de New York. Il est un personnage qui est aux prises avec l'anxiété, des problèmes mentaux. Il est ami avec une jeune femme du nom de Kira, qui fréquente aussi son coloc, qui s'appelle Manson. Et à un moment donné, Dylan décide de mettre fin à ses jours. Sa chute est amortie par des cordes à linge, finit dans une botte de neige à la fin dans le fond d'une ruelle. Et après son accident, il commence à halluciner, ou pas, hein, c'est sous-entendu, la présence d'un démon qui lui dit « T'as survécu, tu me dois quelque chose, à chaque mois maintenant, tu devras tuer quelqu'un qui le mérite, une mauvaise personne qui le mérite, sinon c'est toi que je prends. » Donc, l'histoire est un peu le récit de Dylan qui essaie de comprendre est-ce que c'est des hallucinations, est-ce que c'est dans sa tête, est-ce qu'il est vraiment aux prises avec un démon, et ça veut dire quoi ça, tuer une mauvaise personne une fois par mois? Qu'est-ce qui est une mauvaise personne et comment tu fais pour finir par éliminer quelqu'un quand toi-même t'es pas un tueur, t'as jamais fait ça? Dylan, c'est ni un homme extrêmement fort ou quelqu'un de violent, c'est juste quelqu'un qui est plutôt ordinaire, disons-le. Et là, tout ça se mélange avec sa vie personnelle. Et la fin vous surprendra, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Mais le premier volume, c'est lui qui commence à être... comment je pourrais dire ça? Le côté série noire, narration interne des personnages que Ed Brubaker met beaucoup dans ses séries avec Sean Phillips. Pour moi, c'est hit and miss. Des fois, ça fait juste ralentir la lecture, puis on dirait que c'est fastidieux pour rien. Et là, je trouve que ça rajoute beaucoup sur ce qui motive, en fait, Dylan à aller de l'avant. Et ces 4 trades, comme je l'ai mentionné, et à chaque trade, on réussit à faire quelque chose de neuf avec l'histoire puis la promesse de base. Okay. Donc, si vous imaginez qu'il y a un risque que ça se répète, non, au contraire, on essaye tout le temps de vous surprendre et dans mon cas, à moi, ça a fonctionné. Mais là, on parle du premier volume. Mais toi, Simon, je ne vais pas le hyper si toi, tu n'as pas aimé ça. Comment ça a été quoi ton appréciation du premier volume de Killed or Be Killed? Moi, j'ai aimé ça. En fait, je pense que toute ma lecture, c'était comme, bon, c'est bien, mais comment ça va finir? Puis là, j'arrive à la fin, puis, oh non, c'est un to be continued. Yep. Mais là, je me suis rendu compte que, tu sais, je l'ai lu vraiment, puis j'étais dedans, tu sais. Il y a quelque chose qui te fait embarquer. Exact. Puis, fait quoi, c'est ça, au final, j'étais comme, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je voulais savoir... je veux lire le reste. Mais tu peux le spoiler, hein, le reste, ça me dérange pas. Okay, on spoil à l'émission de toute façon dans la partie, mais je veux pas spoiler au-delà du volume 1. Okay. Comme c'est un peu notre engagement. Peut-être que je vais pouvoir... Parce que j'ai un peu de la misère à me rappeler exactement comment le premier volume il finit, comme j'ai lu l'intégrale. J'ai lu 4 trades en un après-midi. Fait que comme toi, j'ai commencé à lire Killed or Be Killed volume 1. Et pour te donner une idée, j'étais supposé de partir Stranger Things saison 2. Partie 2 de la saison 4. Et j'ai arrêté pour continuer à lire parce que j'étais hook. Okay. Et là, après la fin du premier trade, je me suis dit, si j'écoute Stranger Things, je vais penser à Killed or Be Killed. Puis en lisant Killed or Be Killed, c'est sûr que je vais penser à Stranger Things. Fait que je vais me débarrasser d'une chose, puis on va passer à l'autre après. Écoute, moi, en lisant Killed or Be Killed, ouais. Mon cerveau, des fois, il se disait « OK, mais ça se place où dans X-Men? » tu sais? Sérieux, j'avais comme... Attends, t'as mélangé tes affaires. Le Punisher, c'est un autre Punisher. Tu sais, et genre, j'étais comme dans le Marvel U en lisant ça, puis je fallait tout le temps, je me dis « Ah non, je suis pas en train de lire cet univers-là. » Mais t'es-tu comme moi, quand tu lis du Ed Brubaker, si on met de côté, mettons, ces séries de super-héros ou ce genre de choses-là, parfois, je ne vais pas dire que c'est fastidieux, mais ça peut être un fardeau de lire la narration, surtout quand on a l'impression qu'elle rajoute rien. Tu sais, c'est un des codes des films noirs, des films de détectives, la narration en doublage, mais là, il fait ça en écriture, en parallèle des événements. Mais dans cette série-là, toi, est-ce que ça t'a gossé ou au contraire, ça a rajouté? Ça a rajouté beaucoup, puis même affaire. C'est le fait que des fois, le personnage se perd
dans ce qu'il raconte. Ou, Oui. tu sais, ah ouais, là, il est arrivé ça, mais attends, là je m'avance trop, c'est pas ça qui... Tu sais, il est comme en train de raconter une histoire un peu tout croche, Mhm. puis ça rajoute beaucoup au fait que tu as de l'empathie pour le personnage, tu sais, c'est comme, comment dire, c'est un personnage complet où, tu sais, il semble plus réel que juste comme un vieux détective qui fait juste raconter ce qui se passe. Exactement. Oui, c'est vrai. Puis t'en apprends beaucoup plus sur lui aussi, sur son passé. Il y a des moments où le personnage va dire quelque chose, mais il pense autre chose. Ouais. Et là, la narration va te le souligner. Là. C'est une Mhm. manière de montrer ses vraies intentions, ce qu'il pense véritablement. Tu vois que c'est un gars qui s'est fait souvent aussi marcher sa tête. Ouais. Il y a un gros problème avec son maudit coloc, Manson. Là. J'ai le goût de le fesser tout le long de la série. J'avais envie de le faire. Je sais pas. Dans puis le premier volume, il est correct. Là. Mais il est pas particulièrement arrogant ou méchant, mais je me suis tellement attaché à Dylan. Je voulais tellement que ça fonctionne entre lui et Kira, qui est son amie, qui est devenue la copine de Mason. Puis il y a un genre de ménage à trois qui se forme à un moment donné dans la série. Que automatiquement, j'ai pris le part de Dylan. Même si Dylan, on s'entend, tue des gens. Ouais, Puis il non, en c'est tue ça. en tabarnouche dans la série. Mais je le trouve attachant. Je le trouve que c'est un personnage qui... Tu comprends d'où il vient, puis où il veut aller, puis il y a une certaine sympathie envers lui. Et je te dis, Simon, plus que ça va, tout s'emboîte parfaitement. Il n'y a pratiquement aucun fil qui dépasse quand la série se termine. Et tout fait du sens. En lisant, en fait, je me suis dit, hey, ça ferait un bon film ou une bonne série. Des fois, il y a des bonnes BD qui peuvent être adaptées et qui peuvent pas être... Tu ne trouverais pas vraiment son compte dans la même forme au petit écran. Je pense que Kill or Be Killed, non, au contraire, tu as toutes les bases pour faire une bonne série télé. Pas qu'une série de comic book doit forcément aboutir en comics. C'est pas ça que en télé. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais ça ferait une bonne base pour une bonne série télévision. Puis moi, des fois, c'est ça comme je dis. Je lis Criminals de Blue Baker jadis, puis je m'en foutais des personnages. Puis la narration, j'avais l'impression juste de lire pour lire. Puis là, non, au contraire, l'information glisse par la narration. Puis ce qui fait qu'à la fin, je trouve que c'est ça qui rend le destin de Dylan tragique. Tu as l'impression que c'est une personne à part entière. Ouais. Puis tu sais, le premier volume est surtout à propos de son premier meurtre, si on veut. Je veux dire, il y en a au début pour l'introduction, mais c'est vraiment tout ce qui le mène à faire un choix. Puis, tu sais, mais pour le reste, je suis vraiment curieux de savoir où est-ce que ça s'en va. Parce que, tu sais, quand la série commence, c'est ça. Moi, j'étais là, OK, c'est un genre de Punisher. T'sais. Mais il y a comme, finalement, tu sais, c'est une autre histoire, là, mais... fait que, ouais, je suis curieux. Je vais sûrement lire le reste. Il y a des questions aussi simples que je suis un New-Yorkais, j'ai pas accès à une carabine, j'ai pas accès à nécessairement un fusil. C'est de moins en moins vrai, malheureusement, là, en ce moment aux États-Unis. Mais qu'est-ce que je fais? Je veux pas me procurer une arme qui va me permettre de me retracer. Et qu'il y a une conversation à un moment donné avec quelqu'un qui dit « Ah, OK, oui, je sais où je peux trouver un fusil », ce qui amène à prendre possession d'autres armes. Puis, tu sais, ultimement, dans la série, il commence à s'entraîner, mais il n'est jamais un badass Punisher. C'est un gars ordinaire qui, du jour au lendemain, est forcé, si on veut, par le démon. Là. Puis même le démon, je trouve ça un peu... Ça a l'air rigolo, mais par le démon, par la présence, par cette force-là, il est forcé à tuer. Tu sais. C'est ça. Mais c'est un gars ordinaire, c'est un étudiant. Là. C'est ça, c'est pas un gars qui veut être un vigilant, il a comme juste pas le choix. Il a pas le choix. Il va mourir. Ouais. Puis plus ça va, plus ce discours-là qu'il a par rapport à lui-même, puis lui-même, il doute de la présence du démon, puis c'est quelqu'un qui est souvent dans sa tête, qui a l'air à vivre beaucoup d'anxiété sociale. Je sais pas si tu as remarqué dans la série, surtout dans le premier volume, le monde lui tend des perches, mais le personnage est tellement dans sa tête qu'il s'en aperçoit pas. Ouais. Il est dans une librairie, puis il y a une fille qui le regarde, puis tu sais, il s'en aperçoit pas que la fille est attirée par lui, ou Kira lui envoie des signes, puis il est trop dans sa tête pour les prendre, ou les comprendre, se rendre compte que c'est en train de se passer. Il y a plein de moments comme ça où le gars passe à côté de sa vie parce qu'il est anxieux, puis il est juste dans sa tête. Puis ça, il y a des petites attentions comme ça. Quand vous lisez la BD, faites bien attention au background, puis comment c'est structuré. Vous allez voir, tout est réfléchi. La séquence d'ouverture, tu le disais, lui-même, le personnage, des fois, va s'avancer trop vite. Il va faire « OK, non, ça, c'est un bout de l'histoire plus tard. Faut qu'on va revenir à ça plus tard. » Cette approche-là est réutilisée. Okay. Mais ce qui est malade, c'est que l'ouverture de la BD, qui commence dans une scène d'action,
on y revient exactement au milieu de la BD, à la page dans la bande dessinée où on est au milieu. Okay. À 260e page, on revient à ça, puis là, on est comme de l'autre côté de l'histoire. Là, on passe dans la deuxième partie de l'histoire puis de la conclusion. C'est vraiment bien fait, c'est super structuré. Je trouvais que c'était... Moi, Ed Brubaker, je l'aime, puis je trouve que c'est un gars qui est plein de talent, puis là-dessus, j'étais épaté tout le long. J'étais engagé. Puis, tu sais, je pense que c'est Jake qui avait suggéré ça. Oui. Là, il n'est pas là. Il n'est pas là. J'imagine qu'il va peut-être nous en parler la semaine prochaine. Il va faire un grand suivi. Oui, ben c'est ça. Je veux savoir qu'est-ce qu'il en a pensé. Mais je pense que en y repensant aussi, pourquoi je mélangeais avec les X-Men, c'est que il y a la relation qu'il y a avec Kira dans le premier volume, où il faut qu'ils se parlent de leur relation, mais ils dodgent tout le temps, genre. Moi, ils parviennent pas. C'est ça. Il y a ça aussi dans X-Factor avec Cyclops et Jean Grey. Cyclops qui veut pas dire à Jean Grey qu'il est marié avec Madeleine Pryor, puis qu'il dodge les questions. Fait que je pense que c'est là que mon cerveau, il a comme commencé à mélanger les deux. Mais c'est pas une critique, là. Je réfléchis à haute voix, là, mais ouais. Pour les gens qui seraient un peu appréhensifs, parce que c'est des thématiques qui sont lourdes, la santé mentale, tentative de suicide, ce genre de choses-là, je trouve que c'est traité avec respect, bien sûr dans un contexte de comic book où l'histoire est un peu plus extravagante. Là, on va dans l'histoire d'un homme qui se transforme en vigilante, ni plus ni moins. Parce qu'ils voient un démon. Parce qu'ils voient un démon, mais ça reste très respectueux. Et pas gratuit. La violence, je ne l'ai jamais vue gratuite. Elle est graphique par moment. Il y a des kills qui sont très graphiques. Le dessin de Sean Phillips est aussi est autant contemplatif que sanglant. Mais j'ai jamais trouvé que c'était excessif ou gratuit ou, comme je l'ai dit, non respectueux. Là-dessus, je trouve que les deux ensemble se marient très bien. Le New York de notre époque, aussi représenté par Sean Phillips, est superbe pour n'importe qui a déjà été à New York. On se reconnaît, on connaît le feel. On sent la ville. Tu sais, la ville est un peu un personnage dans ce film-là. Regarde, tu vois, un film. Dans cette BD-là, chapeau à Sean Phillips, comme habitude, qui fournit, qui livre, et qui, ma foi, je dois le dire ainsi, qui dessine des très belles femmes. Sean Phillips, je sais pas ce qu'il a mangé quand il était jeune, mais il est très bon. C'est un très bon dessinateur. Mais c'est ça, je me souviens que dans le premier volume, la première victime qu'il fait, il tue quelqu'un, puis là, après qu'il l'ait tué, il se rend compte finalement, il a tué quelqu'un qui avait un genre de ring de pédophilie, ou je sais pas trop. Puis, fait que là, lui, il se pose la question, OK, c'est pas pour rien que je l'ai tué, tu sais. Oui, il est en train de se convaincre de se hyper. C'est ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup? Mais c'est ça qui est génial, man, c'est que le personnage de Dylan réfléchit et agit comme n'importe qui de normal réfléchirait dans la même situation. Fait que quand il se rend compte que derrière le premier meurtre qu'il a fait, il y a une organisation qui est plus large, puis finalement, le meurtre de ce dude-là qui pensait plus random a amené à quelque chose d'encore meilleur, il se convainc lui-même qu'il est en train de faire des bonnes actions. C'est ça. Mais rapidement, il y a des choses qui vont dégénérer. C'est pas un tueur professionnel, c'est quelqu'un qui est un peu empoté, on s'entend. Ouais. Donc, rapidement, il va remettre ça lui-même en question, puis il va se poser il va se demander, est-ce que je suis moi-même en train de me compter des accroires? Ou, oui, je suis investigué ou dédié à une cause qui est plus large que moi. Fait que ça revient, mais il n'y a rien qui est blanc puis qui est noir dans la série, comme souvent dans l'écriture de Brubaker. Tout est des zones de gris. Mais c'est traité, mais pas comme tu t'y attends. Fait que, non, un portrait très humain de personnage de bande dessinée qui tue des méchants. Tu vas voir, c'est comment ça dégénère. Je lisais, puis j'étais, mon Dieu, ça va vraiment... Tu sais, quand t'as l'impression que ça va comme chier solide, là, en lisant, ça te donne cette impression-là. Fait que t'as quelque chose à rajouter, Simon, sur la non. Bon, ben écoutez, si ça vous donne le goût, la BD, c'est Kill or Be Kill. Volume 1, il y en a 4 au total, je pense. Mettez la main sur l'intégrale si vous avez la chance. Et c'est sur Image Comics. Ed Brubaker et Sean Phillips. Voilà. Merci, Simon. On se revoit la semaine prochaine pour les gens à la maison. Puis faites attention à vous autres. Faites un tour au Comic-Con si vous avez la chance et allez saluer les amis. Si vous avez aussi l'opportunité, dites-leur que les Mystérieux Étonnants vous ont envoyé.
Comme ça, ils vont te donner notre 5%. Ouais, OK, ouais. bye. Ciao.